Tu fais l'intro, Mathieu ? J'ai le droit ? Vas-y, je te Tu laisse. me laisses cette fois-ci ? Ouais, je te laisse. Parce que la dernière fois, j'avais pas le droit, je te rappelle. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pris la parole. Voilà, et je me suis soulevé. Et là, tu t'es dit, je vais me remettre à ma place. Exactement. Allez, oui, c'est le 1er janvier. C'est bon. Voilà, je c'est suis une nouvelle fatigué, année. je te laisse. Tu reviens dans les rangs. Alors, salut tout le monde, bienvenue dans Il y a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Salut Adrien. Salut Mathieu. Ça va ? Ouais, ça va. T'es sûr ? Ouais, je suis bien, tranquillou. Ok. On est bien, il fait chaud, presque. Il fait chaud. De quoi on parle aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va surtout parler du pitch Vendre un projet. et accessoirement comment le vendre si possible. Du pitch au contrat. Voilà, ça s'appelle du pitch au contrat. On écrit des titres précis, si tu as envie de le lire, tu peux Oui, le lire. oui, Voilà. j'essaie de pas trop lire justement. Parce que tu pars en freestyle là dès le début. Hein. Ah ouais. Je vais pas pouvoir te contenir pendant 1 heure. Hein. On remercie tous nos tipeurs du mois. Merci Ellie, Merci Yacine, merci Antoine qui est là, merci Arié et François bien sûr. merci Hussein, Merci Leïla, merci Marianne, merci Daniel merci Pascal. et merci Benjamin. Si comme eux, vous voulez nous soutenir, le lien vers notre page Tipeee est dans la description de ce podcast. Et merci d'avance. Nous remercions également notre partenaire, la société Sur les Toits Productions, Pleine Image, qui nous accueille dans son studio flambant neuf. Merci notamment à Antonin Sgambato, cofondateur de ces deux structures, qui produit des documentaires, courts-métrages et séries. Voilà, un grand merci à lui. Alors ce mois-ci, pour parler de pitch et de contrat et de vendre son projet, surtout de pitch, on accueille nos invités qui sont Marie Servan-Bargy, agent de scénariste et fondatrice de l'agence Synapsis. Bonjour. Bonjour Marie, c'est bien ça, on n'a pas dit de bêtises. Pas de bêtises. Super. Et à côté d'elle, nous avons Antoine Cupiel qui est scénariste, producteur pour Plaisir d'offrir production, formateur et consultant. C'est ça, bonjour à tous. Salut Antoine. Salut. La forme tous les deux, pas trop froid ? Ça va. Ça va. En 1er janvier, comme ça, c'est un peu dur là. C'est vraiment dur. Le lendemain des fêtes, comme ça, c'est... Les barons la Waouh. dinde. Vous faites bien le truc du 1er janvier. On n'est pas Ouais. du tout le 1er janvier, hein, mais c'est bien de Pour l'enregistrement. Voilà. maintenir l'illusion. Voilà comment sabrer un pitch. Tu vois C'est comme les Tu émissions de télé qui t'auto-sabres, sont en fait. enregistrées. Les émissions de télé, elles sont toujours enregistrées Bah depuis oui. 2 mois avant. Oui. Bonne année. voilà. Ouais. Et c'est la fait rentrée pas- des classes Voilà, et en fait on dit bonne année. C'est pareil. On peut souhaiter bonne année aux auditeurs. En Oui, même bonne temps, année. puisqu'ils écouteront Bonne probablement année, tous bonne le 1er santé. janvier, tous... Tous au taquet. Tous au Le taquet, 1er janvier, exactement. ils seront couchés plus tôt exprès pour être au taquet le lendemain matin pour nous écouter. Et ben, on vous souhaite surtout plein de contrats, plein de signatures, plein de boulot. Voilà, pour 2017. Exactement. Et on s'est dit que du coup, parler du pitch pour lancer 2017, c'était une bonne idée. Alors pitch-nous 2017. Alors, Adrien. Alors c'est l'histoire des mecs bourrés déjà. forcément, de forcément. soirée, ça commence mal. Alors, c'est quoi un pitch ? On commence, on y va. Hein On commence cash. Ok. C'est- Ah ouais. Voilà, question Antoine, bête. Hein. tiens, En- pardon. Alors, À quoi ça sert ? À qui tout ça pitch, s'adresse ? c'est lancé. Au baseball, on sent que tu as étudié. Ouais, on revient sur la. Ouais, il a fait des anti-sèches en il s'est fait. Ah non, mais tout pitch, c'est lancé. C'est celui qui, au Parce qu'il se baseball, lance bilingue. la balle, c'est le pitcher. Ah oui. Donc un pitch, c'est lancer un projet, concrètement. Il vient sortir de la forge, du bureau, et on essaye de le lancer comme ça, de lui donner une vie, en le passant, a priori, à un producteur, voire à un réalisateur, parce qu'on peut pitcher aussi à différentes personnes. Mais globalement, le pitch, ça permet simplement de donner sa première vie au projet. Voilà. Et ça, c'est valable dans nos métiers de scénariste, réalisateur, etc. Mais le pitch est pratiqué absolument partout. Dans toutes les boîtes, si vous regardez sur Internet l'art du pitch, c'est absolument partout. Partout, c'est un outil marketing hyper utilisé. Donc ça Voilà. vaut le coup Donc d'aller c'est- regarder sur Ça Internet. peut valoir le coup parce qu'il y a des méthodologies qui sont similaires. C'est un petit peu l'art de séduire, de teaser. Donc, on le verra, je pense qu'il y a une différence entre le pitch oral et le pitch écrit, mais c'est savoir ce qui se conçoit aisément, s'énonce clairement. Donc voilà, c'est de savoir pouvoir parler de son projet de manière très claire et emporter l'adhésion de la personne en face et de se dire et d'emporter l'intérêt en fait. Le discours sur les pitchs d'entreprise, moi j'ai eu l'occasion de le pratiquer parce que j'ai eu d'autres vies avant. Et pas structuré de la même façon, on ne défend pas les mêmes choses. Comme un chat. Oui. Pardon. Comme un Il chat est finalement. réincarné. C'est ça, Oui, c'est tu ça. ne crois pas si bien Ça dire, dit. mais effectivement. J'en suis à la ouais. 3e ou 4e, j'en ai D'accord. encore Ouais, quelques-unes ouais. d'arabe. Il pollue aussi. Mais bon, ça, mais c'est- voilà, l'idée, c'est en tout cas d'arriver à convaincre les gens sur son projet. Donc on peut pitcher effectivement un projet d'association, n'importe quel projet, on peut le pitcher. Il s'agit de le présenter et de convaincre des gens. Le pitch, ça sert simplement à dire « j'ai un bon projet, venez avec moi, ou donnez-moi de l'argent, ou prenez-le ». Voilà. Et c'est ça le principe du pitch. Ça se fait dans la vie quotidienne, quand tu vis avec quelqu'un, tu vas lui pitcher une idée qui va coûter un peu du budget. Et ben ouais, d'une certaine façon, tu vas vendre l'idée
Alors ma d'acheter chérie, une il y a nouvelle une bagnole. nouvelle télé là qui vient de sortir. Alors tu vas voir, ça va vraiment nous C'est servir. effectivement savoir convaincre. C'est valable dans les programmes électoraux, on est en plein dedans. Voilà, c'est comment. Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif ? On n'a pas encore de preuves concrètes, mais c'est une promesse. Est-ce que tu viens avec moi dans cette promesse ? Est-ce que tu pars avec moi dans cette aventure ? Et de faire en sorte que l'autre soit tout aussi investi que soi dans ce projet. La difficulté sur un pitch, en fait, c'est que on parle beaucoup, non d'emblée. Vous voulez intervenir peut-être ? Allez-y, vous êtes lancé. On est là pour vous écouter. Ok. En fait, sur un pitch, on dit j'ai un bon projet et je suis aussi la bonne personne pour le développer avec vous. On légitime à la fois son projet, mais on légitime aussi l'auteur qu'on est par rapport à son projet. Donc un bon pitch, c'est par la bonne personne. Et a priori, Ça passe par ça. c'est la bonne personne déjà d'une part, et d'autre part, il s'agit de réfléchir dans l'argumentaire qu'on va écrire et qu'on va concevoir, la façon aussi soit de se légitimer et d'être suffisamment en possession de son pitch quand on le fait pour avoir l'air d'un professionnel, pour que la personne qui est en face puisse avoir confiance en vous et sente que le projet est mûr dans votre tête, que vous êtes vous-même convaincu et que donc vous allez pouvoir convaincre les autres. Alors sans transition, un pitch, du coup, ça se prépare, Antoine ? Alors oui, pour le coup, ça se prépare. Tout simplement parce que notre cerveau, il est fait pour développer. C'est-à-dire que si je lance là tout de suite un thème, une idée, on va tous avoir 50 000 idées qui vont arriver, et puis des sous-idées de ces sous-idées éventuellement, etc. Donc dans la façon de concevoir, d'imaginer, notre cerveau, il n'a pas de problème pour développer. Par contre, à l'inverse, pour résumer, avoir cet esprit de concision, de synthèse, ça ne peut pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. On est obligé de le préparer. On est obligé d'avoir des mots parfaitement choisis pour décrire ces personnages, les situations, les conflits, et d'avoir des termes qui ne soient pas sibyllins. On ne peut pas tromper les gens sur ce qu'on raconte. Un pitch raté, c'est un pitch où la personne en face se perd. Il y a un état de confusion qui apparaît dans le cerveau en face, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui arrivent en quelques minutes, et que d'un seul coup, un terme va devenir bloquant, parce que le cerveau ne va pas comprendre dans quel sens on doit le comprendre. Et donc du coup, on va se retrouver avec des gens qui décrochent complètement. Donc, évidemment, pour choisir convenablement ces éléments de langage, comme on dit en politique, il faut vraiment réfléchir en amont à ça. Très bien. Marie, tu veux rebondir sur ce que vient de dire Antoine ? Je suis très rebondissante. C'est... Blague, 1er janvier. Non, oui, c'était très important, je pense. Il y a deux choses. Il y a effectivement la notion de conviction. Donc là, on est plus à l'oral, pour le coup, parce que montrer sa conviction à l'écrit, c'est plus problématique. Des couleurs, une bonne police. Oui, voilà. Mais bon, c'est vrai que d'art. quand on défend son projet, il faut avoir l'air convaincu. Des scénaristes ou n'importe quel porteur de projet qui n'est pas enthousiasmé par son propre projet, forcément, il part de manière... il part pas vainqueur, quoi. Et puis, il y a cette question de légitimité. Et cette légitimité, il ne s'agit pas de faire de l'autobiographie, de l'autofiction ou tout ce qu'on veut. En revanche, il faut en effet prouver qu'on est la bonne personne. Un pitch en lui-même ne suffit pas. Et dans une problématique de scénariste, ce qu'on vend, on va en parler tout à l'heure, comment vendre son projet, non seulement on vend une idée et l'idée du projet, mais on se vend soi aussi. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas qu'on prenne l'idée et qu'on le fasse écrire par quelqu'un d'autre. Donc, il faut absolument dire pourquoi vous tenez tant à ce projet. Souvent, un des conseils dans le pitch et pour trouver son pitch, c'est de repartir de qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire telle ou telle histoire et comment vous abordez cette histoire et pourquoi c'est vous et personne d'autre. Et j'insiste là-dessus, d'autant plus si j'imagine qu'il y a aussi des jeunes scénaristes qui vont écouter ce podcast, en tout cas je l'espère. Raccrochez-vous à ça, ce qui fait que vous êtes unique, c'est que vous êtes un individu, un ou une, il n'y a pas de... voilà. Et c'est vraiment ce qui va faire d'entrée de jeu, vous êtes singulier, donc mettez de vous-même dans vos pitchs. Il ne s'agit pas de faire une histoire, voilà. Ça revient aussi, et là j'extrapole un peu, mais dans le pitch, on doit sentir il y a une histoire, donc des conflits, des protagonistes, des opposants. Voilà, je pense qu'Antoine va nous expliquer tout ça très bien. Vous savez comment je refile le bébé. Mais il y a aussi ce qui vous émeut, ce qui vous motive, ce qui vous révolte, et ce qui fait que ça va être une problématique universelle et que vous allez nous raconter quelque chose sur le monde, pas... j'ai raconté l'histoire de ma grand-mère qui rencontre je ne sais pas qui et dont tout le monde se fiche. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la promesse du bon projet avec la bonne personne. Bon projet, bonne personne, ce qui n'empêche pas d'envisager d'avoir des adjonctions, d'avoir des compléments de compétences. Il n'empêche que le but, c'est que vous soyez invirable de votre projet. C'est ça. C'est le vôtre, même si vous êtes jeune. Quels sont les différents types de pitch ? Les différents usages ? Alors effectivement, un pitch, c'est comme une demande en mariage. L'objectif est toujours le même, c'est obtenir un oui. Mais par contre, selon les circonstances, selon les gens qu'on a en face de nous, selon les lieux,
le discours varie. C'est la même chose pour un pitch. Je parle là de pitch oral. C'est-à-dire qu'on était dans le baseball, là on est dans le mariage. Voilà, t'as vu, c'est grand écart. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on adapte son discours en fonction de l'interlocuteur et de l'endroit et des circonstances où on fait ce discours. Donc on peut avoir des pitchs ultra courts, qui vont être éventuellement celui qu'on va faire un peu au débeauté, comme ça, parce qu'on a la chance de croiser un producteur, soit dans un festival, soit à un moment comme ça, d'une rencontre fortuite. Et dans ces cas-là, on peut quand même essayer de l'accrocher en lui balançant un pitch en 45 secondes ou en 1 minute, ou en tout cas pour lui dire, voilà, j'ai ce projet-là, maintenant, est-ce que vous avez envie de m'écouter plus longtemps? C'est le fameux elevator pitch. Ouais, c'est ça, c'est le pitch elevator. Après, voilà, il y a des façons éventuellement de rédiger ça pour que les personnes puissent être un peu plus convaincantes, mais globalement, il y a ce format-là. Après, il y a des formats de pitch où on va simplement présenter son projet de façon longue en entretien. Donc ça veut dire que là, on a un discours qui est un petit peu plus étalé, on peut présenter plus de choses. Et puis, il y a une épreuve... L'élévateur pitch ayant fonctionné ou non, il y a peut-être eu un élévateur pitch avant, pas forcément, c'est vrai que ça peut arriver. Pas forcément, ça dépend. Ouais. Voilà. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on peut prévoir, en tout cas quand on écrit ces pitchs, quand on les travaille, on doit avoir plusieurs formules dans sa manche. On doit avoir plusieurs possibilités de pitcher. Ça va de la logline, c'est-à-dire juste une phrase ou 2 phrases pour convaincre. Ça va être un pitch elevator qui va durer à peu près 1 minute. Oui, parce que le pitch est protéiforme. Exactement. Encore une fois, c'est un discours qui doit convaincre les gens. On peut accrocher des gens sur 2 phrases, on peut accrocher des gens sur 1 minute de discours. On peut essayer de faire des pitchs plus longs. Et souvent, c'est ce qui se passe notamment en festival, car de plus en plus de festivals à Valence, et Marie connaît bien ça, puisque voilà, elle organise aussi les Bleus à Valence, et dans différents festivals également dans lesquels j'interviens. Les gens pitchent. Pardon, Festival des scénaristes de Valence. Oui, si tout le monde ne connaît pas le festival, c'est un festival de scénaristes, en fait. Hein. Donc, international voilà, même. International des scénaristes de Valence Scénario, qui a lieu en avril. Et effectivement, on vous conseille très fortement d'y passer. Parce qu'on donne effectivement, et Antoine et moi et plein d'autres, beaucoup de conseils, on espère, utiles. Voilà. Et donc, dans les formats de festival, en tout cas, de plus en plus, il y a des concours de pitch en public. Et ça, c'est quelque chose de nouveau parce qu'en fait, c'est super injuste le pitch. Parce qu'on est des scénaristes, on n'est pas des comédiens nés. On n'a pas forcément la faconde, on n'a pas forcément le truc de l'orateur né pour captiver une foule. Nous, on est dans notre bureau et on nous demande de sortir de notre bureau et d'aller parler à des gens. Je rebondis. Ouais. Je rebondis sur une petite chose. Amis scénaristes, ne croyez pas que ça suffit de savoir écrire et d'avoir du talent. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes en tout cas des sortes d'entrepreneurs et que vous pouvez faire le meilleur scénario du monde. Si vous n'en parlez pas, si vous ne savez pas en parler, ça ne marchera pas. Et j'ai beau être agent, je pense parler au nom de tous les agents, un agent ne vend pas un scénario sans votre accord. On vous met en relation, etc., mais on ne vous forcera jamais à vendre un projet. Et heureusement, c'est à vous de choisir vos producteurs, de voir si ça se passe bien. Et c'est une rencontre qui se passe entre un auteur et un producteur. Donc, il y a forcément un moment où vous allez être confronté au producteur. Et quand bien même il y a eu un texte au préalable, parce que là, tu parlais, Antoine, de la situation où on parle d'abord de son projet, mais personne n'a rien lu. Il peut bien sûr y avoir la situation inverse, où quelqu'un a lu le projet et on se rencontre. Et là, vous allez repitcher quelque chose que le producteur a déjà lu. Et là, le producteur, qu'est-ce qu'il cherche à voir? C'est votre personnalité, ce que vous êtes, etc. Et c'est effectivement, c'est là où je rejoins Antoine, il y a un côté de personnalité. On ne demande à personne d'être des grands comédiens, des grands orateurs, mais il faut quand même être à l'aise avec son projet, le maîtriser suffisamment, montrer qu'on a des billes derrière, qu'on est à la fois souple, mais qu'on sait où on va et qu'on a une ligne droite et qu'on ne va pas nous faire dire l'inverse de l'intention qu'on avait mis dans le projet. Donc voilà, ce sont toutes ces qualités-là à l'oral, où on va partir effectivement d'une logline, de ce pitch d'accroche, et ensuite être capable de développer en fonction de ce qu'on nous demande. Voilà, ce pitch d'accroche, l'intérêt, c'est de provoquer l'intérêt de l'autre. C'est qu'on nous pose la question, fait « Ah bon, mais après, qu'est-ce qui se passe ?» Et si on arrive à intéresser l'autre, on a gagné. Et qu'est-ce qui se passe? Une option. Ça dépend, donne-moi des sous, tu sauras. Bon, c'est pas vrai, il faut en général donner la fin quand même. Alors voilà, la question, est-ce qu'il faut donner la fin de l'histoire sur un pitch ou non? Dans un pitch, ça dépend là encore une fois des circonstances. Dans un pitch d'accroche, non, on donne pas la fin. On dit aux gens, venez me voir.
pour après des pitchs qui peuvent être des fois en festival et où on a des fois des jurys qui viennent juger à la fois le pitch mais aussi le projet. On peut être tenté de dire la fin. On peut aussi être suffisamment malin pour laisser le héros dans une situation dramatique extrêmement complexe et dire voilà, bon, je vous dis pas comment ça se termine, mais mon héros, ce qu'il va apprendre de l'histoire, c'est que, etc. Et là, on va finalement aller plutôt sur la morale de l'histoire plutôt que vraiment sur la résolution de la situation dramatique. Bref, en louvoyant un peu, on peut arriver à ne pas dire la fin tout en semblant dire la fin. Voilà. Sachant que souvent, on n'a pas encore la fin. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, il m'arrive de dire, mais moi-même à mes auteurs, de dire, mais alors c'est qui c'est qui a tué? Eh ben, tu sauras pas. Il fait, oui, mais toi, tu sais. Non, mais je vais réfléchir. Voilà, ça arrive aussi. On peut aussi pitcher des projets qui sont encore très informels. D'accord, c'est-à-dire que ça demande d'être assez au clair quand même sur la situation principale, le conflit principal, l'action conflictuelle récurrente du héros, qui sont les héros au départ et vers quoi on a globalement envie de les faire évoluer. Maintenant, on n'est pas obligé de tout savoir dans son histoire. Pour arriver à structurer un semblant de discours de présentation de projet, on n'est pas obligé d'avoir tous les éléments. Tant qu'il y a une promesse de quelque chose d'intéressant. C'est ça. On pitch la promesse, on dit vous allez voir, ça va être génial, sur la base d'un certain nombre d'éléments. Et l'idée, là je vais revenir à des choses peut-être très très basiques, mais à quoi ça sert un pitch ? Avant de le présenter aux autres, ça sert aussi à construire son histoire. C'est-à-dire que pour moi, c'est des outils vraiment essentiels. Si on n'a pas son pitch, en général, si on ne trouve pas son pitch, c'est qu'on a un problème de structure du projet. Un pitch, c'est quoi ? C'est présenter le schéma actentiel du scénario. Voilà. Hein, bref, en clair, c'est Schtroumpfinette veut quelque chose, il ou elle, un personnage veut quelque chose, il a un objectif. S'il n'y arrive pas, il va se passer une catastrophe, il a un enjeu, sauf que machin n'est pas d'accord et il va tout faire pour l'en empêcher. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et à travers cette histoire, vous vous rendez compte, c'est révoltant parce que je trouve finette machin et je vais parler de telle thématique et voilà ce qui se passe dans le monde. Moi, j'ai tendance à dire, je fais pas mal d'interventions aussi sur le pitch, etc. Ça doit être compréhensible par un enfant de 10 ans. Non pas que les gens, les interlocuteurs soient débiles, c'est simplement quand on a autre chose à faire, des pitchs, tout le monde en fait, tout le temps, des projets, il y en a plein, il y a une concurrence terrible. Si ce n'est pas tellement clair qu'un enfant de 10 ans est accroché tout de suite, il y a probablement un problème. Et ne serait-ce que, c'est aussi un outil dramaturgique, moi je conseille beaucoup aux auteurs de toujours revenir au pitch pour ne pas se perdre dans le développement du projet. Effectivement, on a envie, quand on écrit, d'aller très loin, très loin, très loin. Mais à tel point que parfois on perd son conflit principal. Si on est dans une opposition entre les forces du bien et les forces du mal, c'est pas la peine de me parler de je sais pas quelle autre thématique sur je sais pas quelle autre, mais on est à chaque fois je vais revenir là-dessus. Et ça c'est un vrai fil rouge et ça aide les auteurs à ne pas se perdre. Parfois, on part sur un pitch, sur une idée forte, et dans le développement, on s'aperçoit qu'on n'avait pas forcément bien ciblé le sujet, parce que l'auteur, parfois, a envie de dire des choses et n'a pas lui-même vraiment conscientisé ce qui le motivait au départ. Donc, c'est vraiment un outil pour les auteurs, et ensuite, ça va être un outil pour transmettre cette promesse. J'ajouterais, pour le coup, en tant qu'agent, que plus vite vous avez un pitch efficace, plus vite vous pouvez aller voir les producteurs et plus vite vous pouvez être accompagné pour développer. Donc c'est tout votre intérêt de trouver un très bon pitch, d'autant plus que, pardon Antoine, je suis très pipelette, mais le pitch, pourquoi c'est intéressant de le donner très clairement, très vite, que ce soit à l'écrit et à l'oral, c'est que le producteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va aussi aller pitcher. Et lui-même, il va aller pitcher dans une chaîne. Et le conseiller, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pitcher en réunion. Tout le monde pitch, tout le monde s'entraîne, tout le monde essaye de trouver le truc qui va faire que, ah oui, ce projet-là plus qu'un autre. Et peut-être qu'au passage, il y a des éléments qui se perdent entre les strates des pitchs, qui se transmettent de personne à personne, et qui s'éloignent de l'auteur. Donc plus il est solide à la base, et moins il y a de chances qu'on perde des éléments en cours de route. Et il faut vraiment aller à l'essentiel. Pour le coup, je vais prendre mon petit cas personnel. Je représente 40 auteurs, ce qui n'est pas en soi énorme. Sauf que 40 auteurs, on va multiplier par 5 textes chacun. Je suis censée pouvoir vous faire des pitchs, là, de n'importe quel projet, là, maintenant, tout de suite. Autant Allez, vous dire que je suis capable, mais comme ils ne sont pas vendus, enfin, si, il y en a plein de vendus, mais qui sont dans les chaînes, tout ça, je ne vais pas le faire. Mais je dois être capable d'avoir un catalogue de pitch et ce n'est pas moi qui les ai écrits. Comment je fais pour les retenir ?
mais ils sont évidents. J'ai compris l'intention de l'auteur, je connais la personnalité de l'auteur, je connais son histoire, où il veut aller. Et donc, il faut absolument que ça se retienne très vite. C'est pas oui, mais enfin, mon personnage s'appelait Manon et pas Marguerite. Et est-ce que c'est vraiment important ? Voilà. C'est comment on caractérise. C'est une nana qui est introvertie, extravertie, qui est pipelette, qui est muette, qu'est-ce qu'elle a ? On s'en fiche qu'elle s'appelle Manon, souvent. Aller à l'essentiel. Il t'arrive souvent de tomber sur des scénaristes qui sont vraiment nuls en pitch et que tu dois vraiment reprendre les bases et tout réexpliquer. Ouais. Oui, alors comment après, ça se passe ? Après, moi, pour le coup, ça n'engage que moi et c'est une méthode de travail qui est aussi propre à la personnalité de chacun. Donc, je ne dis pas que ça fait office de règle. Hein. C'est des punitions corporelles, je crois, c'est ça ? Non, mais moi, c'est vrai que j'ai un positionnement où je m'investis beaucoup dans la prospection. Pour m'investir dans la prospection, il faut que je puisse comprendre vraiment les projets des auteurs et du coup, que je sois capable de pitcher à leur place. Et les producteurs vont me poser des questions comme si j'avais écrit, moi, les projets. Et au bout d'un moment, je me dis, rencontre-le, ça va être plus simple parce que moi, la trajectoire du personnage, voilà. Mais il faut que je sois le porte-parole de l'auteur. Et il arrive en effet souvent soit que l'auteur n'arrive pas à ressortir son pitch parce qu'il peut y avoir un souci dans le projet, soit que l'auteur pitch un projet qui n'est pas celui que le lecteur a reçu. D'accord. Et là, c'est un autre problème. Oui, c'est le problème, là. Voilà. Mais ça arrive. Et que parfois, il m'est arrivé de lire des projets que je trouvais vraiment formidables. L'auteur le pitch et c'était ennuyeux à mourir ou inversement. Des très bons pitchers et en fait, derrière... Le pitch était trop bon par rapport à l'histoire qu'il y a derrière, en fait. Non. Non, Non, l'histoire était merveilleuse. Et c'est la façon de le raconter. À l'oral. Pénible et qui n'était pas l'histoire, en fait. Parfois, vous n'avez pas forcément conscience de ce que le lecteur reçoit. Donc, soit, finalement, ce que le lecteur reçoit vous intéresse, soit il y a une problématique dans l'écriture à régler. Parce qu'il peut y avoir des contresens aussi. D'accord. Antoine, tu voulais rebondir ? Oui, en fait, on sait tous pitcher. Voilà, je vais enlever un peu d'enjeu dans tout ça parce que Dédramatisation. on a des gens qui nous écoutent et qui sont en train de se suicider, de se pendre, etc. Donc voilà, je veux rassurer tout le monde. On sait tous pitcher à la base. Quand vous sortez du cinéma, que vous avez vu un super film, que vous dites à vos potes, j'ai vu un super film, ils vous disent, ah ouais, ça raconte quoi ? Et ben là, vous pitchez, d'accord ? Donc globalement, on sait à peu près tous raconter quelque chose, pitcher quelque chose qui nous a plu. Et ben c'est à peu près la même chose à faire sur votre projet. Après, c'est avec des éléments. On n'est pas tous faits, encore une fois, pour prendre la parole face à un producteur et ne pas se décomposer. On est encore moins fait pour monter sur une scène devant 200 personnes et pitcher. Mais ça peut se préparer. On prépare à la fois son texte et puis on peut répéter. Utilisez votre smartphone, filmez-vous, regardez les vidéos, faites des apéros pitch, on en fait avec certains potes, on se rencontre, on prend une pizza, de la boisson et allons-y, on pitch à tour de rôle et on se dit ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, on entend les questions des autres et donc on se dit là j'ai pas été clair sur tel point. Donc entraînez-vous, entre potes à pitcher et puis éventuellement, venez dans des ateliers, il y en a sur le pitch. Là, je prêche pour ma paroisse, mais c'est comme ça. Il y a des tas de gens qui vous font des formations au pitch. Je ne suis pas le seul, il y en a plein. Allez-y. Faites que ce travail sur le pitch soit non seulement sur le choix des mots, la façon dont vous travaillez votre projet, mais aussi sur la prise de parole, parce qu'évidemment, quand on est face à des producteurs, quand on est sur une scène, il y a des choses, des trucs à acquérir. Voilà. Donc ça peut se faire que dans le cadre d'ateliers. À vous entendre, savoir pitcher, c'est important, et les auteurs ont intérêt à apprendre à savoir pitcher. Oui. C'est-à-dire que dans un festival, j'ai une personne qui m'a dit « Oh, il y en a marre de tous ces trucs, de gens qui, à l'américaine, il faut pitcher, etc. » Mais je dis « Mais prenez n'importe quelle personne, n'importe quel cinéaste qui écrit des films d'auteur, il y a bien un moment, il a fallu qu'il arrive à convaincre un producteur, quelqu'un, pour s'engager sur le film. C'est ça, pitcher, point. On appelle ça pitch, on appelle ça autrement. Mais le problème, encore une fois, Marie l'a très bien dit, il faut que chaque scénariste ait cette capacité d'être le promoteur de ses projets. Donc, évidemment, ça se travaille. De la même façon qu'on a appris la dramaturgie, il faut apprendre les trucs et les astuces pour pouvoir pitcher, s'entraîner pour le faire, parce que c'est capital pour vendre ses projets. Après, le pitch, il faut, là, on parle beaucoup du pitch oral, mais il y a quand même le pitch écrit aussi. Il ne s'agit pas d'être capable d'être comédien et de faire de l'esbrouf, hein. Il y a aussi ça où il faut rassurer tout le monde. Vous pouvez être timide, introverti. Comme disait Antoine, le scénariste, on se dit, s'il écrit, c'est peut-être
pas... Enfin, c'est qu'il a peut-être de bonnes raisons de passer par l'écriture aussi, et tout le monde n'a pas de personnalité hyper joviale et rigolote. Donc c'est vrai que c'est une injustice. Mais je pense que les professionnels ne sont pas dupes entre des gens sympathiques, mais qui ne seront pas capables de développer le projet derrière. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir parler de son projet. Maintenant, pour rassurer aussi, je pense qu'en ce qui concerne le pitch oral, moi, il m'est arrivé de, entre guillemets, vendre ou intéresser des producteurs à des projets sans même parler de l'histoire. Parce que pour moi, il y avait quelque chose sur lequel j'étais convaincue du besoin de faire le projet, d'un contexte, de ce que le projet dénonçait, de la thématique. Oui, ça parle de thématique, Voilà. alors de format, il y a des Exactement. choses qui... Et qu'il fallait que le producteur, voilà, que je défendais des projets qui défendaient une thématique, une cause, un propos que je trouvais absolument essentiel de défendre. Ou il m'est arrivé aussi de lancer des débats comme ça autour d'un sujet où j'ai juste donné le conflit de base. Voilà, où c'était parti et chacun avait son avis. Ça, c'est déjà intéressé au projet. Ça, c'est déjà montré que ça ne concerne pas qu'une seule personne et ça ne va pas être une histoire de plus. C'est que chacun peut s'identifier. Donc, c'est d'investir l'autre dans son propre projet pour former une équipe. Parce que le scénariste n'est pas un travailleur isolé. Non, c'est une œuvre collective. Finalement. Oui. Ouais. Mais c'est le conflit de base, en fait, il réside déjà dans la logline. Or, c'est ce que vient de dire Marie, c'est simplement qu'elle a donné la logline du projet, c'est-à-dire la phrase qui résume l'ensemble de la proposition, de la promesse. Et ça, on peut arriver simplement à être évocateur en une phrase et dire « Tiens, j'ai envie de voir ça ou j'ai pas envie de voir ça ». Alors, c'est très bien qu'on en parle. On va basculer dans ce qui est écrit. Finalement, une logline, c'est aussi de l'écrit. On peut l'écrire. Comment ça se construit? Comment ça se pense? Il y a à peu près 2 formules de logline. La première, c'est qui combat qui au sujet de quoi? Qui, le protagoniste, combat, affronte, etc. Qui, l'antagoniste, au sujet de quoi? Quel est le problème? Quelle est la thématique? Quel est l'enjeu, etc. La deuxième formule, c'est qui fait quoi pour arriver à quoi? Là, on a plutôt un héros solitaire qui va affronter peut-être l'adversité, qui va entreprendre quelque chose de conflictuel et qui va évoluer lui-même intellectuellement dans un but en particulier. Voilà. Ça, c'est avec ces 2 formules-là, on arrive à peu près à tout résumer. À peu près. Parfois, on a besoin de faire une pré-logline d'exposition parce qu'on n'est pas dans l'univers réel et que là, on a besoin d'expliquer dans le Paris des années 2200, après que le réchauffement climatique ait bouleversé l'ensemble de l'écologie de la planète. Et là, on va rebalancer une logline sur quel est le héros, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, etc. Seuls Voilà. des scénaristes ont survécu. Ils doivent se battre à coups de logline. Et donc voilà, donc ça c'est la proposition globale, elle est là. Après, on a le thème, on a l'endroit, on a le lieu globalement. Dans une logline, on se fout également de savoir que le personnage s'appelle Pierre, Paul ou Jacques. On s'en tape complètement. Le sujet, c'est quelle est la fonction du personnage. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce qu'il est pompier, est-ce qu'il est prof, est-ce que c'est un père célibataire, voilà, qu'est-ce qui le caractérise en termes de personnage. On va ajouter généralement 1 ou 2 adjectifs pour le caractériser, un plutôt psychologique, éventuellement un deuxième qui peut entrer en conflit avec le premier pour montrer que des fois c'est compliqué dans sa tête ou dans sa vie. Et puis on va parler après de la situation. Mais globalement, on fait simple, on choisit des mots extrêmement clairs et pas du tout confusants pour que les gens en face, encore une fois, se fassent une idée tout de suite du projet. Globalement, un pitch, dans le discours, même à l'écrit, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, on cherche à produire de l'image. Nos cerveaux sont des boîtes à images. Si je vous dis, là maintenant, je vous interdis de penser à un pull rouge, tout le monde a une idée d'un pull rouge dans la tête. Non, moi c'était violet avec des petites fleurs. Toi, tu as un esprit de contradiction. Oui. C'était un t-shirt, c'était pas un pull. Mais globalement, notre cerveau, dès qu'il y a un mot qui est balancé, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, il tente de s'en faire une image, une représentation. Tout le problème du pitch, c'est que vous êtes en train de décrire à quelqu'un qui ne la voit pas un tableau, une affiche, et il faut que l'image qu'il se reconstitue dans sa tête soit exactement la plus proche possible du tableau que vous avez sous les yeux. C'est ça ce qu'on fait avec un pitch. Parce que si ce que la personne reçoit comme image est complètement différent de ce que vous voulez lui faire passer, alors le pitch est raté. Donc il faut choisir les mots extrêmement précis, et parfois il va falloir sortir le dictionnaire de synonymes pour trouver la bonne nuance d'un terme. Est-ce que voilà, tel adjectif serait pas mieux que tel autre, de manière à faire passer toutes les nuances du personnage, de manière à ce que ça soit tout de suite évocateur et surtout que ça ne trompe pas l'interlocuteur. Ok, alors par exemple, on me demande un pitch sur 10 lignes.
d'un long métrage. Est-ce que les mêmes règles s'appliquent ? Qu'est-ce qui va différer de la logline finalement ? Alors, le pitch lui-même après, c'est-à-dire quand on développe, Question bête, est-ce que par exemple ma logline peut se retrouver dans mon pitch de 10 lignes ? pour moi, la logline, c'est ce qui précède le pitch. Après, on parlera éventuellement des façons de structurer les différents pitchs. Mais la logline, elle sert de base, en fait. On la développe, et c'est en développant la logline qu'on arrive à trouver chaque sous-partie, en vérité. Donc c'est de- une logline du plus, projet. finalement. Oui, c'est une logline, on va dire, développée, améliorée, Mhm. où on conserve encore une fois le conflit principal. C'est comme ça qu'on ne se perd pas non plus, même quand on développe. Si vous arrivez dès le départ à trouver votre logline et à partir de votre logline de concevoir une phrase pour chaque acte, etc., petit à petit, on arrive à trouver Mhm. un synopsis d'une page, un synopsis de 3 pages. Et c'est en ça que le pitch, ou en tout cas la logline, est un instrument également pour développer des projets. C'est pour ça aussi que ça sert, inversement, Marie l'a dit, à faire du diagnostic aussi. Parce que quand on revient à l'essentiel de son conflit, là, des fois, on se rend compte qu'on a un problème. Ça révèle des choses. Ouais. Marie, tu veux intervenir ? Ouais, je veux juste intervenir par rapport à la logline. Alors, je préviens tout le monde, c'est-à-dire que moi, je viens pas de la dramaturgie et du... voilà, je dis souvent, j'achète la voiture, j'entends s'il y a un truc qui cloche ou pas, mais je suis pas mécanicienne. Donc, ne m'en veuillez pas, je sais pas si c'est logline, tagline ou ce que vous voulez. Moi, il y a des points d'accroche où je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, en tout cas, je nuancerais, c'est que je pense que dans un projet écrit, on a souvent, enfin, moi, ce que j'appelle la logline, la tagline, ce que vous voulez, la phrase d'accroche, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que j'ai pas forcément encore le protagoniste. Je peux avoir, si je prends le village français, c'est « et vous, qu'auriez-vous fait ?» À chaque fois, je sais que dans Ça, le c'est une projet... tagline. Ça, c'est une tagline. Voilà, donc la tagline, mais pour distinguer. Et vous, qu'auriez-vous fait ? Le projet va me mettre à chaque fois, toute la série, à chaque fois, va me mettre dans un dilemme où on sera toujours dans la zone grise. Il y aura toujours une moins pire solution qu'une autre, mais voilà. Une autre tagline que j'aime bien citer, qui est de Thomas Bidguin, si je dis pas de bêtises, et je pense pouvoir le dire, c'est un projet qui n'a pas abouti malheureusement, mais dont la tagline, je trouve hyper efficace et assez représentative, qui est « Ils voulaient les meilleurs et ils ont pris les moins chers ». Voilà. C'est un film sur des scénaristes. Écoute, on sait que c'est une comédie, on sait que voilà, C'est l'histoire de notre vie, ça. et pourtant on ne sait rien de plus. Rien qu'avec une phrase comme ça, on sait qu'a priori on est dans un projet de comédie, on sait que voilà. Ça dégage quelque chose de clair. On est déjà dans une ambiance. Il n'en restait plus qu'un, et donc qu'est-ce qui va se passer ? Ah merde, il en reste plus qu'un. Voilà. Alors ça, effectivement, c'est la tagline. C'est encore différent, c'est-à-dire que c'est la phrase d'accroche que vous pouvez retrouver notamment sur les affiches des films. Dans l'espace, personne ne vous entend crier, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment une accroche qui peut permettre déjà d'intriguer. Mais ça raconte pas, encore une fois, le conflit principal et les personnages. Ça ne raconte pas le conflit principal, et pourtant on s'en sert parce que c'est le jeu, tu parlais des Bien sûr. synonymes, c'est des antonymes, voilà, il est stérile et père de 150 enfants. Hein ? Tiens, c'est bizarre, tiens, raconte. Voilà, et il fait, mais comment c'est possible ? Voilà, tout l'enjeu est de dire, mais comment c'est possible ? Et ça peut être dans le projet écrit. Et ensuite, d'avoir effectivement, donc dans la logline du coup, je déconseillerais de mettre et la logline, et ensuite le pitch, et ensuite un résumé, et ensuite un synopsis. Enfin, il y a un moment, il faut faire des choix aussi, quoi. Sinon, C'est des il y a questions une de format. redondance. C'est des questions de format. On va pas Oui. toujours balancer la logline, on va pas toujours faire un pitch court. Encore une fois, la structure, peu importe. Il y a différents Il y a formats de des- pitch Voilà, il y a différents adaptés à outils. différentes situations ou C'est ça. demandes. Il y a différents outils et on construit ça avec, avec les différents outils pour obtenir ce qu'on veut comme Marie. argumentaire. Je dirais que la logline servira notamment les scénaristes à démarcher les producteurs par email. Parce qu'on va mettre juste les 3 phrases qui vont donner envie ou pas d'ouvrir le document. Parce qu'un producteur sait aussi, flûte, c'est exactement la même histoire que je suis en train de développer, donc hop, next. Ou au contraire, ah oui, tiens, c'est rigolo, donc je vais ouvrir le document. J'ai pas besoin de retomber sur la logline. Là, je vais tomber sur le pitch ou un résumé. Et puis, on va avancer et aller vers le synopsis. Alors, etc. qu'est-ce que le producteur va trouver en ouvrant cette pièce jointe ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la logline, mettez-la sur la couverture de vos scénarios. Hein, parce que moi, il m'est arrivé de lire des scénars qui m'étaient envoyés de façon non sollicitée. Enfin, En tant que producteur ? Oui, et donc là, bon, je produis pas de long métrage, c'est pas, voilà, j'ai une toute petite société de prod et je fais pas de long, mais j'ai lu des scénarios de long simplement parce que la logline était sur la couverture. Donc j'aurais dû juste passer le document au destructeur de documents, et juste parce que la logline était sur la couverture, on peut pas s'empêcher de tourner la page par curiosité et de lire. Là, il y a un résumé. Et si le résumé est bon, on se dit, bon, ça a l'air génial, je vais le lire. C'est super, c'est ce que nous racontaient Peggy et Franck
nos amis producteurs qui étaient là il y a quelques temps pour un autre podcast. Et il y a toujours cette histoire de curiosité il y a juste un truc qui va m'accrocher et j'avais pas prévu de lire un scénar et je vais y passer Donc une heure. une tagline, une logline sur la couverture, ça peut aider largement à franchir le cap de la première page. On tombe sur un résumé qui est super accrocheur et on se dit bon, merde, je vais prendre une heure de mon temps mais je vais lire ce truc. Voilà. C'est important, c'est que je pense que tous les producteurs sont curieux. Normalement, tous les scénaristes le sont aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que chacun est sollicité en permanence. Donc, pourquoi tel scénario plus qu'un autre? Effectivement, une petite accroche, une petite entrée en matière, ça aide. Alors justement, toi qui travailles avec des scénaristes, qu'est-ce que tu vois le plus fréquemment comme erreur dans leur pitch, dans ce qu'ils ont besoin de corriger? Je pense qu'ils vont trop vite, souvent, dans l'histoire, sans avoir trouvé la thématique principale ou le conflit principal. Et donc, moi, il y a toute une étape que j'appelle mammouthesque, que ce soit avec mes scénaristes ou en atelier. Voilà. Effectivement, c'est pas finaux. C'est si j'ai noir d'un côté, je vais avoir blanc de l'autre. C'est vraiment le jeu des antagonistes, des antonymes, de qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est parfois difficile. Et avant de nuancer, il faut avoir ce gros trait. Avant de sculpter un arbre, il faut un tronc. Et ben moi, je veux voir les deux troncs. Et souvent, on a du mal. Fait oui, mais alors attends, parce que la branche, elle va être comme ci, comme ça. Fait oui, non, mais pour le moment, de quel arbre tu parles? Et ça, c'est difficile pour les scénaristes. C'est-à-dire que l'idée qu'ils se font de leur projet n'est pas encore assez mûre pour pouvoir En fait, le rédiger. elle est trop détaillée. Et plus vous avez avancé dans l'histoire, plus il est difficile pour vous de revenir à l'essentiel. Parce que choisir, c'est renoncer. Et vous avez l'impression que, du coup, c'est hyper frustrant un pitch. Parce que bien sûr que ça ne rend pas compte. Et alors, je ne parle pas de ceux qui ont déjà fait une continuité dialoguée. On a l'impression que ça rend pas justice à tout Ça le rend travail pas qui a été justice fait. à tout un travail. Bien sûr qu'il y a une réflexion énorme. Bien sûr que il y a une vraie frustration. Mais il faut passer par là pour pouvoir engager l'autre une fois de plus. Et cette problématique, c'est de faire revenir l'auteur. L'exercice est assez simple, entre guillemets. C'est tellement facile à faire pour les autres. Donc, pour ceux qui bloquent un peu, moi, je vous conseille de participer à des ateliers, de lire d'autres textes, et vous verrez comme c'est facile de voir les défauts chez les autres. Et de dire non, ton sujet, il n'est pas là, ou ça, c'est mal positionné, etc. Moi, j'ai un job là-dessus où c'est d'une injustice fondamentale. Je ne sais pas écrire. Je ne serais incapable de scénariser quoi que ce soit. Mais je vois. Je vois parce que justement, moi, je ne m'embrouille pas. Une fois de plus, la mécanique, je ne sais pas. Je veux une voiture rose, petite, qui peut se garer. Attends, je vais te mettre un boulon fait à la main. Ouais, c'est pas mon problème, tu me le diras plus tard. Est-ce qu'elle est rose ou pas? Et c'est vrai que c'est une image que je prends souvent avec mes scénaristes. Fait oui, notamment en comédie. C'est hyper ingrat, la comédie. La comédie, en fait, je pense que c'est extrêmement dur à écrire et que tant qu'on n'a pas les dialogues, c'est vraiment difficile à faire passer. Surtout si on est une comédie à l'anglaise où on va rigoler de sujets qui, à la base, sont pas drôles. Donc bon, si on veut une comédie, il faut pouvoir montrer que c'est drôle. Moi, si je veux une petite voiture rose citadine, je m'en fous que tu me montres les cieux et les pneus. Je suis une fille. Pardon pour toutes les féministes, je caricature, je sais. Je fais exprès. Après, nous, on se prend des mails. Donc, attention. il faut montrer la carcasse qui est rose. Et vous, scénaristes, en professionnel compétent, vous dites, mais la carcasse, tu l'auras en dernier. Oui, mais moi, la promesse, c'est une petite voiture rose. Donc, ton essieu, ton boulon, c'est ton problème, c'est toi le garagiste. Donc il faut que le scénariste puisse prendre son scénario, tout l'objet artistique, et se mettre à la place de l'autre. Fait d'accord, maintenant je regarde comment objectivement, j'essaye d'être objectif, et comment objectivement je vais intéresser l'autre et faire en sorte que oui, il y a un marché, oui, ça ne veut pas dire nuire à son propre scénario et essayer de rentrer dans la case. Ça veut dire essayer de trouver la manière de dire j'ai fait un projet qui est personnel, qui est artistique, qui me plaît, mais qui néanmoins va rentrer dans une case, parce que je suis professionnelle, quitte à louvoyer un petit peu. Je ne fais pas un polar fantastique. Non, ça fait peur. Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Tout ça, ça passe par des détails, finalement, dans l'écrit. Ça peut être du détail, le choix des mots, le choix c'est des une phrases. manière de présenter les choses pour ne pas faire peur. En télévision, par exemple, si vous faites une comédie policière, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que chez les diffuseurs, le lundi, c'est comédie, le vendredi, c'est policier. Donc, c'est pour quelle case? Entre les deux, le mercredi. Les deux. Mais on va pas la créer pour toi, la case. Donc, est-ce que c'est un polar avec une légèreté de ton, vendredi, ou est-ce que c'est une comédie? Mais il se trouve qu'il y a une enquête. C'est un choix. Et voir, on peut changer de choix en cours de route.
voilà, de toute façon. Il faut essayer d'être malin après. L'exemple idiot, je donne beaucoup d'exemples idiots, c'est le yaourt. Vous faites le meilleur yaourt du monde. Le meilleur. Mais c'est sûr, c'est le meilleur. Votre problème, c'est quoi? C'est que vous allez vous retrouver dans un grand magasin, dans un hypermarché. Qu'est-ce qui fait que la personne va aller vers votre yaourt? Si vous n'avez pas fait un petit effort de packaging, personne n'aura l'occasion de goûter votre yaourt. Une fois qu'ils l'auront goûté, ils vont y revenir parce que c'est le meilleur. Mais comment on fait pour déclencher l'acte d'intérêt? Il y a un petit peu de tout ça. Ou comment on fait pour intéresser à un projet qui est certes qualitatif, mais pour le moment, il n'y a que vous qui le savez. Donc, il faut amener l'autre à découvrir ce merveilleux produit. Un petit peu de dégustation, donc de pitch. D'accord. Antoine, tu voulais rebondir? Super. Je pensais pas qu'on parlerait de yaourt aujourd'hui. J'étais dans le supermarché, là, j'étais vraiment dedans. t'as Marie, visualisé. tu m'as eu. Voilà. Moi, je voyais Mais l'affiche, est-ce tu sais, avec les Mais tu sais, intestins et cet les petites exemple, flèches. Cet exemple, il est très bête. Ton yaourt, c'est le meilleur du monde. Comme c'est le meilleur du monde, il a toutes les qualités. Il est à la fois bio, light, bon, crémeux. Elle tout. l'adore, son Son exemple Voilà. de yaourt, hein, on sent qu'elle l'adore. Mais parce que c'est complètement vrai. crétin, mais Mais c'est c'est des vrai. exemples de la vraie vie. Enfin, c'est-à-dire qu'on on a les mêmes règles que les autres. Et ben, c'est des problèmes de marketing. Hein, pour le coup, c'est des gros mots dans nos métiers artistiques, Non, mais mais il faut allons-y, hein. en parler. Est-ce que tu vas le positionner comme yaourt bio, comme yaourt allégé, comme yaourt avec le fruit du jardin? Eh bien, parfois, et en fonction, si tu vas draguer tel magasin bio, tu vas dire il est bio, et on s'adapte. Mhm. Marie a raison, c'est pour ça que la question... Moi, je choque souvent les gens en disant le pitch, c'est un argumentaire publicitaire. C'est une publicité. Et pour revenir sur les questions des défauts des pitchs, notamment dans la Oui, publicité... t'es bien placé pour le savoir. Notamment dans la publicité, vous avez jamais quelqu'un qui va vous dire regardez ce magnifique téléphone. Bon, alors effectivement, l'écran est pas le performant, mais bon, ça on verra plus tard. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que et puis finalement, bon, d'accord, le chargeur est pas génial non plus, mais etc. Sauf que ça, c'est une tendance qu'on voit souvent chez des scénaristes, notamment en pitch à l'oral, de dévaloriser son propre projet. Bon, la batterie explose. Exactement. Donc l'idée, c'est que ne perdez pas de vue que c'est une publicité, que vous dites les meilleures choses sur votre projet, que vous êtes enthousiaste, que tout est génial, que tout est grand, que tout est superlatif. Que même les défauts doivent paraître Et que les défauts, des éventuellement, qualités. ou les choses dont on est moins sûr, on met un peu la poussière sous le tapis. On essaye de le faire intelligemment pour pas trop que ça se voit, parce que généralement, ça génère des questions derrière. Ou là, on a senti que ça flottait un moment, on n'a pas compris quelque chose. Et on se fait Vous griller. êtes passé rapidement sur un truc, et là, évidemment, vous avez en face des professionnels qui vous loupent pas, parce qu'ils vont vous poser la question. Donc, préparez aussi les réponses à toutes les questions qu'on peut vous poser. Faites-vous l'avocat du diable. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des pitch parties, où on va écouter les questions qu'on pose sur le pitch, parce que c'est très instructif. Mais globalement, voilà, on va toujours ne pas perdre de vue que c'est une publicité, on dit le meilleur de son projet. Pour revenir sur les questions de défaut, c'est que, évidemment, les scénaristes, parfois, ont tendance à se dévaloriser par rapport à leur projet, ne sont pas très sûrs. Et ça, c'est une tendance qu'on voit beaucoup dans des pitchs à l'oral. L'autre problème des pitchs, notamment à l'oral... Ah, on y vient. On n'est pas encore à l'oral. D'accord, On est ok. toujours sur l'écrit. Mais globalement, dans les pitchs en général, c'est qu'on n'y va pas progressivement. Marie parlait du flot de détails qui peut parfois perturber complètement la lisibilité qu'on a d'un projet, la représentation graphique qu'on se fait d'un projet. Mais clairement, il faut parfois insister aussi sur les points importants. Il faut revenir sur les points importants. Il faut réaffirmer le conflit, réaffirmer les personnages, la psychologie. Parce que, encore une fois, c'est les fondamentaux de l'histoire, et que si on n'a pas ça, on ne peut pas comprendre la suite, c'est pas possible. Et le sujet, on n'a pas dit ce mot, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé en termes de défaut. Quand tu demandes à un scénariste dont tu as lu le scénario quel est son sujet et qui te répond « je n'y ai pas réfléchi », je pense qu'on a un problème. C'est-à-dire qu'on a une histoire qui tient la route, mais qui ne raconte rien. Et ça, c'est un gros défaut de scénariste. Ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. Il y a une histoire, il y a un début, un milieu, une fin. Voilà, grand-mère traverse la route, elle promenait son chien, elle a acheté ses saucisses et elle est revenue. Voilà, il s'est passé quelque chose. Vous avez tous vu ma petite mamie. Voilà, elle est vivante, elle est machin. Voilà, le chien a-t-il mangé la saucisse? Enfin, c'est le seul point d'intrigue possible. Bon, qu'est-ce que... Et so what? J'espère que So c'est pas un what? de tes scénaristes qui a Non, mais t'a bon. pitché ça. Hein. Non, mais et alors? Et un scénario, il faut que ça nous raconte quelque chose. Et il suffit pas d'une histoire pour que ça raconte quelque chose. Et là, on revient à ce qui vous émeut, ce qui vous intrigue, ce qui vous révolte, ce que vous avez envie de dire. Il faut Votre votre point de vue. regard d'auteur. Point de Voilà, vue, ouais. c'est ça, le point de vue, l'angle. Toutes les histoires d'amants, de maîtresses, de je sais pas quoi ont été racontées. Comment on va le raconter? Voilà. Et ça, c'est important. Et ça, on doit le voir dès le pitch écrit aussi. Parce que je sens bien que vous avez fait un plan et qu'on le respecte pas très bien. Mais tant mieux, c'est le but. Hein. Improvisons, hein. On a, pour ce qui est de l'écrit, il y a effectivement le pitch perso et peut-être
voilà, il n'y a pas de règle absolue sur le pitch. Le problème, c'est qu'on essaye tous de théoriser des choses qui, ma foi, sont peut-être plus simples qu'on veut bien le croire. Donc chacun a ses règles. C'est pour ça, soyez pas traumatisés et vive la spontanéité aussi à un moment. Mais on va dire que pour l'écrit, moi, ce que je conseillerais, c'est de mettre un pitch dans le projet que vous envoyez, un projet court. Plus ce sera court, plus vous serez lu, voilà, ou en tout cas qu'il y ait des étapes de longueur. Comme on disait tout à l'heure, une logline qui me donne envie de lire plus, qui me donne envie de lire encore plus. Et si on vous demande la continuité dialoguée, voilà, bon, d'avoir en termes d'accroche pour des projets, un pitch qui pour le coup ne raconte pas nécessairement la fin de l'histoire. Je parle bien d'un projet dans un document où on a, voilà, et qui ensuite nous emmène vers le synopsis. Et combien de lignes il fait ce document, Marie ? Combien de lignes il fait moi, je dirais, et une fois de plus, ce n'est pas une règle absolue. Je ne veux pas des militants anti-pitch demain, voilà. Mais une présentation de projet, alors je vais me permettre, mais parce que c'est très important, pitié. Vos noms sur les projets. C'est idiot, mais ça arrive. Franck avait une autre histoire aussi. Voilà, les noms sur les projets, vos coordonnées, parce qu'en admettant que c'est génial, si on ne peut pas vous rappeler, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà. Et la pagination. Oui, je sais, c'est idiot, c'est scolaire, mais quand on imprime des textes, car certains impriment encore des textes, l'imprimante, on perd les numéros de page, etc. etc. Et les fautes d'orthographe. Voilà, parce qu'écrire à Gaumont, G-O-M-O-N-T, ça ne met pas dans une bonne perspective. Voilà, c'est un petit truc comme ça, c'est très scolaire, je sais, mais ça là aurait pu aussi... être Gaumont avec un D, ça aurait pu être pire. Voilà, non, mais participez, soyez jury de festival et lisez des tonnes et des tonnes de scénarios. Vous allez voir que rien qu'à la tête du projet, vous savez si c'est quelqu'un qui a l'habitude ou pas. C'est tout à fait injuste, mais enfin bon. Première page, donc le titre, vos noms, le format, a priori. Une tagline si vous en avez trouvé une. Si vous n'en avez pas trouvé, c'est pas grave. La mettez pas. Ou une logline. Ou la logline. Et le pitch, qui pour moi reste ouvert, qui pose la question de « et alors, va-t-elle s'en sortir ?» Et ensuite, je rentre dans un synopsis. C'est quoi, Marie, 10-15 lignes C'est 10-15 lignes, voilà. Je tourne ma page, je rentre dans quelque chose de plus développé, sur 2-3 pages max. Et là, je vais du début à la fin. Et là, je sais ce qui arrive à mon protagoniste. Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il ne s'en sort pas? Et voir une mini note d'intention qui ne raconte pas ça. C'est à travers ça. J'ai pas pu mettre tout ça dans 3 pages. Le point de vue est dans la note d'intention. Normalement, on doit le sentir dans le synopsis, le point de vue. Mais il est détaillé. Voilà ce que je veux soulever à travers ça. Okay. Si je prends, aide-moi, c'est Human Robots. Voilà, on avait une possibilité de dire, voilà, ça va être la confrontation de robots qui deviennent humains et comment ils sont accueillis ou pas, sachant qu'ils s'humanisent de plus en plus. Et dans la note d'intention, on aurait pu avoir, voilà, et moi j'y fais un parallèle avec la manière dont on traite nos immigrés aujourd'hui. Ce qui n'est pas nécessairement dans l'histoire, j'imagine que dans le synopsis de base, on n'était pas, voilà, à travers ça. C'est une métaphore pour parler de l'immigration, de la manière dont on a une relation à nos migrants, voilà, nos immigrants. Oui. Et ça, c'est une petite note d'intention. C'est-à-dire une page? Même pas. Une demi-page? Ouais, une demi-page. Et alors, tout ce que tu viens de dire, c'est valable pour quel type de projet? Alors, c'est beaucoup valable en télévision. Pour des unitaires? Pour des séries? Ouais, séries, c'est un petit peu différent. On va faire des pré-bibles. Quoique sur un concept, ça peut être relativement la même chose. Sur le long métrage, c'est un peu différent quand même parce que souvent, on a besoin de plus de matière et qu'on va vous demander d'avoir plus investi l'écriture avant de démarcher. De mon expérience personnelle. Une fois de plus, je n'ai pas la règle absolue. Ok, bon, c'est chouette, on a bien fait le tour du pitch écrit. On va pouvoir, Antoine, passer au pitch oral. Je sens que tu as des choses à dire. Alors, tu l'as dit, vous l'avez dit, on est scénariste, on écrit. On n'est pas forcément comédien ou habitué à la scène ou en tout cas à rencontrer des gens et à se vendre et à vendre son projet. Comment on prépare un pitch oral? On sait que ça arrive demain, j'ai un pitch oral, je pitch quelque chose à quelqu'un. Comment je peux me préparer? On se détend. Voilà. Comment on peut se détendre? On se détend. Alors, je rebondis juste, pardon, mais je sens que tu as envie vous de parler. n'êtes pas tous clowns, etc. Mais si on parle d'une injustice dans la rue, de politique, tu vas avoir des opinions personnelles. Quelqu'un qui a une opinion personnelle, il s'anime. Et votre projet, il doit vous animer parce que c'est un projet personnel. On parle de projets ce ne sont pas des projets de commande là dont on parle. Ce sont des projets que vous avez initiés. Donc si ça ne vous passionne pas, vous ne passionnerez personne. Et normalement, si on appuie sur ce bouton-là et qu'on vous demande de parler de votre projet, normalement, ça doit vous intéresser. La problématique, moi, que je vois en
en pitch oral, quand on confronte son projet, c'est que souvent le scénariste, quand il est notamment face à un producteur, c'est pour rebondir aussi sur ce que tu disais, il a tellement envie de séduire l'interlocuteur qu'il est prêt à dire oui à tout ce qu'on lui dit. Fait, ton protagoniste, c'est un homme, ouais, mais ce serait mieux que ce soit une femme, tu sais, parce qu'en ce moment, c'est mieux les femmes. Peut-être que ça pose aucun problème, il faut pouvoir l'envisager, mais peut-être que ça change tout le projet. Il faut pouvoir garder votre ligne, voilà. Et qu'un producteur ou n'importe quel interlocuteur, moi la première, qui suis très enquiquineuse avec mes auteurs, il y a un moment, c'est aussi pour bousculer un peu les auteurs. On doute, on ne sait pas, c'est difficile, tout ça, ce sont des engagements de chacun. Donc on bouscule un peu les auteurs pour savoir jusqu'où ils veulent aller, s'ils sont droits dans leurs bottes et s'ils sont déterminés. Parce qu'il y a tout ce risque-là. C'est une équipe, on va tous y aller et il y en a peu qui gagnent. Donc il faut qu'on soit sûr de cette équipe, qu'on marche ensemble. Ça ne veut pas dire celui qui vous bouscule, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Ça veut dire qu'à un moment, on est capable de dire Marie, là non, t'as pas compris. Ou là, voilà. Ou ça, oui, je sais. Je suis en train de faire un film de science-fiction, c'est un choix. Mais je le veux tellement. Ok. Mais sache que voilà, tu fais pas le plus facile, mais ça, je le veux, je suis sûre. Voilà ce que ça raconte. Donc avant de pitcher à l'oral, le mieux, c'est d'être le plus clair avec ce qu'on a envie de faire. D'être honnête dégager. et sincère. J'ai un peu envie de dire d'être soi-même, honnête, sincère. Vous êtes ce que vous êtes et c'est ça qui va nous intéresser. Parce que c'est 2 ans. Finalement. Mais non, mais c'est avoir un tout petit peu. C'est tout le problème, c'est se sentir légitime. Je crois la principale problématique des scénaristes, c'est se sentir légitime. Mais comme la principale problématique des producteurs, de plein de gens dans ce métier, c'est qu'à un moment, on manipule tous des choses et si on n'a pas le fait des victoires qui font qu'il y a une reconnaissance officielle, ça peut être compliqué. Donc quand on est 3e, 4e projet, qu'on pitch, qu'on n'a pas eu de contrat ou que ça n'a pas encore été diffusé, machin. Parfois, on se laisse un petit peu maltraiter, mais on est le premier à se maltraiter soi-même. Donc, il faut croire un tout petit peu en soi, en son projet, et avoir envie. Parce que si on n'y croit pas, une fois de plus, on ne va pas emporter l'adhésion de l'autre. C'est Donc, très c'est psychologique, effectivement tout ça. être soi-même. Non, mais il y a un moment, comment tu es leader si tu n'as pas de projet? Non, mais de toute manière, le problème, c'est qu'on peut pas effectivement convaincre les gens si on n'est pas soi-même convaincu par son projet. C'est compliqué. On peut pas déposer son absence de conviction personnelle dans les mains de quelqu'un en espérant qu'il ait plus de conviction que vous. C'est pas possible non plus. Oui, alors ça arrive en tant qu'agent, malheureusement. On me l'a beaucoup dit. Mais bien sûr. On me l'a beaucoup dit que j'étais plus enthousiaste que mes auteurs. Et là, c'est un vrai problème. Et c'est le souci, c'est qu'on doit absolument être convaincu qu'on a le bon projet et on doit partager ça avec envie, avec une vraie passion, parce que si on n'a pas cet enthousiasme-là de partage de ces projets, pourquoi est-ce que finalement le public irait adhérer à ce truc-là aussi? On doit effectivement être cette force de proposition. Après, pour revenir sur la question de comment on fait concrètement, il y a ce travail effectivement d'aller retrouver l'étincelle, le truc qui vous a fait lever un matin avec cette idée-là, c'est-à-dire cette impulsion. Il faut ensuite concevoir, on l'a dit, son pitch et sa proposition, ses éléments de langage, et il va falloir l'oublier après. Il faut être capable de partir en impro. Je faisais tout à l'heure allusion à la proposition, la demande en mariage. Le problème, c'est que quand on fantasme une demande en mariage, toutes les conditions géniales sont réussies. Tout est parfait dans le rêve. Sauf que dans le réel, ça ne se passe jamais comme ça. Et un pitch, c'est pareil. On s'attend à ce que ça soit comme ci ou comme ça. Et puis finalement, on est censé être devant une audience, par exemple en festival, qui ne vous interrompt pas. Et puis là, on a des bras qui se lèvent et qui interrompent votre pitch et qui vous posent des questions spontanément. Ou on oublie des choses. Pas prévu. Ou on oublie des choses. Ou on est pris par le trac. On y reviendra éventuellement. Mais globalement, ça ne se présente pas forcément comme on l'a écrit. Donc il faut faire comme les politiques, il faut apprendre des éléments de langage, c'est-à-dire que derrière un mot-clé, un hashtag, on a derrière ce mot-clé 2 ou 3 phrases qui viennent, et on sait qu'on doit dire ça, ça et ça, et le premier ça, il faut dire 1 ou 2 phrases, le deuxième ça, il faut dire 1 ou 2 phrases, etc. Et éventuellement, on a sur soi, en secours, une fiche Bristol avec juste les mots-clés. Si on est planté, se dire, excusez-moi, vous voyez, j'ai un trou, c'est pas grave, j'ai ma petite aide-mémoire, et je regarde ça, laissez-moi 2 secondes, hop, voilà, je reprends mon pitch. Voilà, vous avez tous les droits par rapport à un pitch. Encore une fois, on sait que vous n'êtes pas des comédiens, que c'est compliqué à faire comme exercice, donc n'ayez pas peur de ça. Osez vous amuser de vos problèmes, de votre trac, etc. Ça décongèle complètement la salle qui, elle, est en train d'avoir peur aussi pour vous. Ça vous met votre public dans votre poche aussi. Apprenez des éléments de langage et soyez capable de les ressortir. Et de les ressortir éventuellement même en cas d'imprévu dans l'ordre différent. Mais vous savez que vous devez, pour parler de votre projet, absolument dire certaines choses sur vos personnages, absolument dire certaines choses sur la situation. Et si ça y est pas, ça veut dire qu'il va manquer des éléments pour la compréhension du public. C'est ça qu'il faut retenir. Et après, il faut être capable de partir un petit peu en impro et de se raccrocher aux branches quand on a besoin. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de s'entraîner, de le faire de multiples fois, parce qu'il n'y a que comme ça que ça s'arrondit, qu'on trouve les bonnes phrases, les bonnes tournures, les bons termes. Des fois, il y a des choses qui jaillissent en plein pitch. Donc, entraînez-vous à le faire, ça c'est une première chose. Voilà. Après, sur le pitch lui-même et la façon de le faire, c'est très long comme
comme débat, on peut parler de beaucoup de choses, mais globalement, ce travail de préparation est essentiel. Alors, si je dois pitcher mon projet en compétition devant un jury en festival, par exemple, est-ce que tu conseillerais d'avoir recours à des artifices, à prévoir une petite chanson, un poème, des confettis, faire le show, en fait? Vous avez totale liberté pour faire ce que vous voulez du moment que ça arrive à convaincre. Si vous êtes là simplement pour tirer un feu d'artifice et que c'est tout pourri parce que de toute manière ça ne renseigne pas sur votre projet, on n'est pas plus avancé à la fin de votre pitch qu'au début. Donc ça n'a servi à rien. La question c'est qu'est-ce qui est pertinent pour raconter votre pitch, pour faire passer les choses, pour frapper les esprits. Si j'ai un projet sur des jongleurs et que je jongle en pitchant, c'est tout bon. Pas forcément parce que ça ne me raconte pas forcément les choses, ça ne me met pas forcément dans l'émotion de. D'accord. Je te donne d'autres exemples. Allez. Là, on a eu Cours de vent qui est passé au mois de décembre et l'un des projets que j'avais dans l'atelier donc de web-série était un projet sur les nouveaux écrans avec, quand même donner encore une fois le sujet parce que de toute manière le pitch était public, mais le projet c'est simplement un viol qui a lieu sur Periscope qui est filmé par les réseaux sociaux. Évidemment, je lui dis, arrive sur scène avec ton téléphone et dis aux gens, voyez, là, en direct, vous êtes sur Periscope. Maintenant, imaginez que je ne suis pas en train de vous filmer, que je suis en train de filmer un viol, etc. etc. Et là, d'un seul coup, on se prend une gifle dans la gueule, tu vois. Alors, en vérité, on enregistre ce podcast avant qu'elle ait fait le pitch, donc je n'ai pas, moi, tous les éléments, mais voilà, elle part sur ce principe-là. Okay. Tout simplement parce que ça va frapper les esprits, que tout de suite, on va être dedans et que ça va nous faire passer de l'émotion. Parce qu'on va comprendre. Que ça raconte le projet aussi, au passage. Ça raconte le projet. C'est-à-dire que l'artifice de brandir un téléphone et de montrer directement dans quelle situation, quel est le problème, de braquer tout de suite une caméra sur les gens en disant « voyez, vous êtes filmés ». Tout de suite, ça nous met dans cette émotion-là et dans l'émotion des personnages. Ça nous connecte à l'histoire. Donc si votre artifice, il connecte à l'histoire, ça va. À Valence, l'année dernière, le projet qui a d'ailleurs gagné, c'était un projet qui s'appelle Rappeur soviétique. Et son auteur, à un moment, il a fait le show. Il a envoyé du son parce qu'il parlait justement... Max Disbo, le rappeur. Exactement. Et il y a un moment... Vous y étiez. Et il y a un moment, quand il parle de son rappeur, qui est un gentil rappeur au départ, qui se met au rap trash pour réussir, pour avoir des opportunités, il l'a fait. Ça a réveillé la salle, ça a montré qu'il était dedans. Il a mis son petit chapeau russe. Ça l'a crédibilisé lui aussi un petit peu. Il a pris le micro. En tant qu'auteur. Donc encore une fois, montez pas un Barnum, montez pas un cirque, mettez pas votre chapeau de clown et votre nez rouge juste parce que ça vous semble cool. Juste, encore une fois, est-ce que ça sert à connecter votre audience, les gens qui vous écoutent, à votre projet? Si c'est le cas, alors oui, allez-y. Mais n'en faites pas trop des masses. Encore une fois, il ne faut pas perdre le projet. Il ne faut pas perdre le projet et puis il faut que ce soit utile pour vous et que ça vous aide. Si ça vous met en stress de jongler, ou si vous faites ça toute la journée, s'il y a une cohérence, allez-y, mais il faut que ça vous aide, ce soit des outils pour vous rendre à l'aise. Effectivement, d'impliquer le public. Dans les autres petits trucs et astuces qu'on peut faire, c'est raconter l'histoire comme si vous étiez le protagoniste. Mais ça, ce sont des manières d'impliquer le public. Après, je pense que tout ce qui est esbrouf, on ne se leurre pas. C'est-à-dire que même un rap, tout ce qu'on veut, il y a un moment, tout le monde... Là, on est dans un contexte de festival, donc c'est vrai qu'il y a un côté adhésion du public et c'est sympathique et tout le monde adore ça parce que le public vient pour ça déjà. Le public vient aussi pour ça. Mais je pense que personne n'est dupe sur la qualité d'un projet, quelles que soient les capacités de showman de tel ou tel scénariste. C'est pas ce qu'on attend de vous. Après, il y a aussi le fait d'être à l'aise. Moi, j'ai vu des gens pitcher des drames absolus où on pleurait de rire, quoi. Mais vraiment, on en pouvait... Et c'était terrible parce qu'il ne comprenait pas. Il était tellement dépressif et tellement machin. Mais c'était drôlissime. Bon, voilà, ça peut arriver et ce sont des exercices qui peuvent être extrêmement violents et vexants. Oui. C'est un jeu. Donc, armez-vous en fonction de votre personnalité pour passer outre ce trac et ce fait, je veux dire, ça n'arrive pas dans la vraie vie de devoir pitcher son projet devant une assemblée. Et il ne faut pas se leurrer là-dessus sur les enjeux d'un pitch public. Les enjeux d'un pitch public, c'est rarement une signature de contrat. On va découvrir un auteur. Moi, j'ai vu ça au pitch du Pôle emploi, par exemple. Un type qui pitchait un projet invendable, mais hyper drôle. Tous les producteurs lui ont sauté dessus parce que la personnalité de l'auteur lui plaisait. Fais ton truc, on le prendra jamais, mais voilà. Et ça se passe énormément en rendez-vous. Vous travaillez des scénarios, des propositions de scénarios. On a des projets sur 5-10 pages, des scénarios dialogués. Vous êtes reçu par des producteurs qui vous disent « Moi, j'ai aimé l'écriture, mais pas ce projet ». Spontanément, vous discutez, vous parlez d'autre chose. Et moi, j'ai le coup de fil de l'auteur qui me débriefe. Et écoute, il est super intéressé par un projet où j'ai pitché spontanément, mais j'ai rien d'écrit. Et c'est ça aussi la clé. C'est d'être suffisamment en retrait et détendu. C'est la difficulté.
C'est de ne pas mettre trop d'enjeux alors qu'il y en a, mais c'est de faire ce jeu-là parce que vous pitchez beaucoup mieux quand il n'y a pas d'enjeu. Et vous créez des histoires très spontanément et qui accrochent tout de suite le producteur. Et puis surtout, ne pas avoir qu'un projet et un pitch disponible, et évidemment, avoir toujours des choses un auteur, présenter. il a des idées. Et s'il n'a pas d'idées, c'est l'exemple idiot, et je pense que ça va vous parler, messieurs. Mon fils s'est mis à la guitare, je connais 3 accords. Je peux dire que je suis guitariste. Bon, c'est très relatif. Dans l'écriture, c'est la même chose. On peut avoir une bonne idée, mais avoir une bonne idée tous les jours ou toutes les semaines, être capable de la développer, il y a une différence entre... Tout le monde peut écrire, on apprend à l'école. Maintenant, être scénariste et en faire son métier, c'est pas la même chose. Donc moi, un auteur qui n'a pas d'idée, il y a un moment, c'est un peu problématique. Maintenant, il y a des auteurs qui sont plus concepteurs et qui vont avoir des difficultés peut-être à les développer, et d'autres qui ont une capacité technique vraiment scénaristique et qui, pour le coup, sont peut-être moins créatifs ou concepteurs. Là aussi, chacun connaît ses défauts, ses qualités, voilà. Mais normalement, vous devez avoir des idées. Mais quoi qu'il arrive, c'est clair que par rapport à un producteur, si vous faites une logline en lui disant, le producteur vous dit, voilà, vous avez quoi comme projet ? Vous balancez une logline, dit, ah bah non, ça j'ai déjà produit, ça m'intéresse pas. Bah, évidemment, vous n'allez pas perdre votre rendez-vous et votre entrevue, donc vous allez balancer une autre logline. Bah oui. Et peut-être une 3e, peut-être une 4e. Et puis s'il vous dit sur la 4e, ah ça c'est intéressant, dites-moi en plus, bah là vous allez pitcher plus longuement et lui raconter l'histoire. Ayez encore une fois ce travail en amont, dès que vous avez vos projets à peu près mûrs dans votre tête et que vous voulez commencer à en parler, faites ce travail de préparation, de pitch, avec tous les éléments. De la logline, le pitch ultra court, le pitch un peu plus long. Soyez à l'aise, faites que vous ayez répété ces pitchs-là de manière à ce que vous soyez capable de les sortir au débeauté dans n'importe quelle circonstance. Donc on peut bien sûr pitcher n'importe quand, n'importe où, et n'importe quel moment. Oui, bien sûr. Vous devez être capable, si un ami vous dit tiens, sur quoi tu travailles en ce moment, vous devez être capable de raconter votre histoire. Après, là où je voulais ajouter un petit quelque chose, on parlait de publicité tout à l'heure. Oui, le pitch, c'est une forme de publicité. La différence, c'est qu'elle est interactive. Et moi, un gros, énorme conseil, et j'insiste, intéressez-vous quand vous avez enfin un rendez-vous où vous êtes en train de boire un coup avec un producteur. Un producteur, c'est pas juste une étiquette, c'est une personne. Et il en a marre d'être pris pour une pompe à fric qu'il n'a pas. Et il galère aussi pour monter les projets, etc. Donc peut-être posez-lui la question de lui, ce qu'il aime, d'où il vient, de pourquoi il a produit ça. Demandez-lui de pitcher son dernier film, de qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est excessivement rare. Ouais. Quelqu'un, un scénariste, qui s'intéresse à la personne qu'il est en train de démarcher. La plupart du temps, ils n'ont même pas regardé ce qui avait été fait ou pas. C'est une démarche trop intéressée de la part du C'est scénariste. uniquement intéressé, et moi, une fois de plus, je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais un tout petit peu de sincérité, ça ferait pas de mal. Si votre démarche est sincère, personne vous enverra bouler. Mais soyez sincère dans ce que vous faites. Et c'est pas grave, des noms, on en a tout le temps. Non, c'est pas le bon projet, non, c'est pas le bon moment. Voilà, ce métier est fait comme ça, comme plein d'autres métiers. Hein. On n'est pas à plaindre, tout va bien. Personne nous force à faire ces métiers-là. Maintenant, intéressez-vous un tout petit peu aux autres. Et puis, ça vous fera gagner du temps. Parce que si vous avez 20 minutes d'entretien avec un producteur, parce que vous l'avez réussi à l'alpaguer et à le choper entre 2 rendez-vous, perdez pas votre temps à lui pitcher des projets qui sont pas du tout sa ligne éditoriale. Regardez juste son site web rapidement avant de le voir, et vous voyez tout de suite le genre de projet qu'il a envie, en tout cas qu'il produit en général. Et faites-le parler de manière, j'allais dire intime, toute mesure gardée, mais voilà, moi j'ai vu des gens qu'on sollicitait depuis très longtemps, finalement ils rencontraient l'auteur qui fait « Ah bon, mais toi aussi t'es de telle région, mais moi aussi je suis de telle région », et ça y est, c'était parti. Tout ça parce qu'ils venaient de la même région, ou tout ça parce qu'ils faisaient du squash, ou tout ça parce qu'ils avaient aussi des enfants, ou que leur famille était aussi mixte, ou je sais pas quoi. Ça peut partir sur des choses. Qu'est-ce qui fait qu'on se ressent? Qu'est-ce qui fait qu'on va se compléter, qu'on va pouvoir partir ensemble? Mais intéressez-vous à l'autre, parce qu'il faut aussi éviter dans un rendez-vous la problématique de l'effet catalogue. Oui, il faut avoir plusieurs projets. Maintenant, on n'est pas des commerciaux en train de vendre des chaussettes. Un producteur un jour m'a dit, mais c'est qui ton meilleur poulain? Je fais, alors moi j'ai pas une écurie, je ne crois pas. Voilà, je trouve ça mais terrible. Oui, mais tu sais bien ce que je veux dire. Non, je sais pas ce que tu veux dire. Voilà, c'est quel projet, qu'est-ce qu'il en dit, pourquoi, sa capacité c'est quoi le poulain, c'est de ce qu'il va ramener, de quoi on parle. C'est pas ça l'idée. Et dans la conversation avec un producteur, du coup, ça va vous faire tilt, même sur des projets que vous aviez que vous aviez abandonnés, et souvent sur le projet le plus atypique, où des agents comme moi vous auront dit, ça passera jamais. Et puis tu tombes sur un producteur qui, lui, il va faire un film sur le Hellfest. Un truc, hommage. Voilà. Oui, j'ai le droit. On a le droit. Non, on n'a pas le droit. On a le droit. C'est improbable. Oui, ils vont vendre une comédie musicale à Arte.
Ça, en théorie, et ça fait partie de mon boulot, fait wow, attends, c'est pas gagné. Non, c'est pas ce qu'on cherche. Mais les producteurs, ils ne cherchent rien. Ils sont comme vous, ils cherchent à vendre. Mais eux aussi, ils ont envie d'être excités, émoustillés, enthousiasmés, de se battre pour un truc qui est génial. Ils sont pas là. Je connais pas de producteur qui soit là pour remporter des sous et voilà, je te vends le truc. Non. On n'investit pas de toute manière plusieurs années de sa vie sur des projets juste parce qu'il y a des thunes à gagner. Enfin, on passe pas du temps avec des auteurs, avec des réalisateurs. On passe pas du temps à se démener sur des projets juste parce que peut-être que ça va rapporter de la thune. Il n'y a pas que ça. Sincèrement, je pense pas que l'argent mais soit... c'est pas sur ça qu'on accroche. Encore une fois, posez-vous la question quand vous concevez votre pitch sur qu'est-ce qui fait qu'un producteur peut être intéressé. Quels sont les éléments formels dans votre pitch qui va faire qu'un producteur va dire ça, ce projet est pour moi. Bon, la faisabilité, globalement, c'est quelque chose effectivement que le producteur va tout de suite penser parce que quand on est dans cette posture-là, on a tout de suite à calculer dans la tête, on va se dire faisable, pas faisable, envisageable, pour qui, pourquoi. Ça fait, c'est le travail logique du cerveau du producteur. Maintenant, c'est pas là-dessus qu'il flash et là-dessus, vous avez aucune prise. Ce que vous pouvez faire pour accrocher un producteur, c'est une situation, un sujet bien défendu, un point de vue original, des personnages attachants, empathiques, dont on comprend les conflits, dont on comprend les enjeux, les motivations, les objectifs. Voilà. Là, ça, c'est des éléments sur lesquels on peut dire « j'ai envie de voir ce film-là ». Et un producteur, avant d'être quelqu'un qui dit « j'ai envie de produire parce que peut-être qu'on va faire de la thune et des entrées », c'est quelqu'un qui se dit « j'ai envie de voir ce projet-là », tout simplement. J'ai envie de voir cette histoire-là et de faire exister cette histoire-là parce qu'elle me plaît, tout simplement. Il y a des convictions et des ambitions artistiques et beaucoup de producteurs, et je pense que c'est pas assez dans la tête des scénaristes, sont tout aussi désespérés que vous, de temps en temps, de ne pas voir les meilleurs projets passer parce qu'il y a des contraintes économiques, etc. Donc il faut arrêter de voir le producteur comme un ennemi aussi, c'est un partenaire, chacun tire la couette de son côté. Et je vous assure que tous les scénaristes ne sont pas faciles à gérer. On veut bien le croire. Tous les scénaristes ne sont pas faciles à gérer. Certains scénaristes peuvent abuser aussi de temps en temps pour des tas de raisons, parce qu'en général, on ne va pas rentrer là-dessus, mais il y a des tas de problématiques chez les scénaristes. Je pense qu'à un moment, il faut arriver à se parler parce que le projet est commun. Donc si on parlait de mariage, voilà, on se rend compte, c'est formidable, et ouais, puis on aura une maison, un jardin, je sais pas quoi, des enfants, des vélos, enfin ce que vous voulez. Bon, il se trouve qu'on vivra peut-être autrement, mais il y a un moment, alors sans parler de mariage, parce que je ne veux pas parler d'institution ou quoi, mais dire voilà, maintenant on va passer le cap de vivre ensemble. Et bien quand on va vivre ensemble, nécessairement, on va s'apercevoir qu'il y a des petits trucs qui ne vont pas. Maintenant, il faut apprendre à aimer les défauts de l'autre. Le producteur, les scénaristes, on est différents. On est là pour être complémentaires. Chacun apporter quelque chose de constructif pour un projet commun. Alors là, c'est encore tout un autre sujet dont on repasse un prochain podcast. Voilà, un prochain podcast sur la relation des auteurs et des producteurs. Tout à fait. Mais on va passer à un truc un petit peu rigolo, un petit exercice en direct autour du pitch. C'est là où il nous piège. Alors, je vais vous lire un pitch de long métrage. Vous allez vite reconnaître le film, c'est très connu. Je te rassure, Marie. Star Wars. C'est obligé que tu connais. Et vous allez me dire, selon vous, ce qui ne va pas ou ce qui est très bien dans ce pitch. Donc on parle d'un pitch écrit d'une dizaine de lignes. C'est parti. John Parker Hammond, le PDG de la puissante compagnie InGen, parvient à donner vie à des dinosaures grâce au clonage et décide de les utiliser dans le cadre d'un parc d'attractions qu'il compte ouvrir sur une île au large du Costa Rica. Avant l'ouverture, il fait visiter le parc à un groupe d'experts pour obtenir leur aval. Pendant la visite, une tempête éclate et un informaticien corrompu par une entreprise rivale en profite pour couper les systèmes de sécurité afin de voler des embryons de dinosaures. En l'absence de tout système de sécurité pendant plusieurs heures, les dinosaures s'échappent sans mal, mais le cauchemar des visiteurs ne fait que commencer. 3 petits points. Alors, tu as reconnu, Marie ? On aura tous Jurassic reconnu. Park. Ouais. Jurassic, il y a des dinosaures, c'était ça ou mon petit dinosaure. Donc voilà. Le Mais voyage comme il y a pu une être histoire Casimir, de clone... Alors pour moi, ce pitch-là est un pitch théorique. Il est extérieur, enfin, il nous laisse vraiment extérieur à l'histoire. On est sur la touche. Si moi j'essayais de raconter le Jurassic Park, moi je partirais des personnages qui vont commander l'histoire, qui vont être les protagonistes de l'histoire. C'est-à-dire Grant, enfin le professeur, avec sa chérie qui est là aussi, avec éventuellement les petits-enfants du grand-père qui a le parc, parce que on en fait des caisses là sur le grand-père qui a réussi à recréer des dinosaures, mais ça on s'en fout. Donc on sait qu'il est PDG, on sait que sa compagnie tous est ces détails-là, on sait le nom de sa compagnie, on sait même qu'il s'appelle John Parker Hammond, Ouais, ce qui ne sert à rien. On s'en fout.
c'est pas ça qui est Et les intéressant. enfants sont pas du tout dans ce pitch. Mais complètement. Et là, il faut vraiment nous dire ce qu'on va voir. Encore une fois, un pitch nous dit à quel spectacle je vais assister. Or, là, je vais voir la vie d'un PDG qui gère un parc, etc. C'est pas On pas a ça. l'impression sur ce pitch qu'on est sur une problématique financière et de gestion, alors qu'en fait, on est sur un film d'aventure et de, si ce n'est de De thriller, survie. de De survie. survie. Voilà. Donc, c'est alors qu'ils font enfin visiter leur parc et que tout se joue pour eux parce qu'ils ont enfin le comité d'experts qui va leur permettre d'ouvrir un parc. Malheureusement, c'est aussi le moment où les dinosaures ont décidé de s'échapper et éventuellement de manger les 10 experts. Voilà. Bon, d'être un tout petit peu plus rentre dedans et de se dire, de nous mettre déjà dans l'ambiance de la pression et de comment vont-ils faire pour s'en sortir. Là, on a l'impression que c'est du business. Revenir à l'humain finalement, revenir sur les sur Complètement. le Mais personnage. la plupart sur, du temps, de toute manière. L'humain, quoi. Encore une fois, le pitch, il doit réussir malgré tout, malgré le fait que ça soit extrêmement synthétique, à nous faire passer déjà de l'émotion, à nous dire, vous connaissez les émotions basiques de l'être humain, vous allez être dégoûté, vous allez avoir peur, vous allez être joyeux, vous allez être amoureux. En aussi. gros, pourquoi pas. Non mais voilà, Un peu de féminité. on a besoin de comprendre en gros ce qu'on va vivre comme émotion dans un projet. Or là, il n'y a pas d'émotion dans ce projet-là. Le projet là, tel qu'il est décrit, il est vu comme si c'était un ethnologue à 500 km de haut qui regardait un pays par satellite en disant voilà, alors les Papous de Nouvelle-Guinée sont ceci, sont cela, mais il n'a jamais vu un papou. Donc on veut avoir dans un pitch, dans une présentation de projet, de la chair humaine. On veut avoir encore une fois des émotions, on veut avoir des conflits internes de personnages, des conflits psychologiques, des dilemmes. C'est là-dedans qu'on va se projeter parce qu'on va être en empathie avec les personnages. Quelle empathie on a pour le personnage? Nul, zéro. Par contre, si on commence à raconter effectivement la vie d'un spécialiste, d'un archéologue, d'un paléontologue qui pour la première fois va avoir l'occasion de revoir vivre les animaux sur lesquels lui il travaille au niveau des ossements. Il a passé toute sa vie à étudier. Le fait d'avoir encore une fois cette émotion-là. Enfin, moi j'ai vu, puisque je suis vieux, le film au cinéma dans les années 90. Moi aussi je l'ai vu. Voilà, c'est très très jeune. On va vous laisser entre vieux. C'est ça. Ça me Et donc il y avait une véritable émotion. Voilà, il y avait une véritable émotion à voir ces dinosaures exister à l'écran, etc. Et on avait, on a réellement peur pendant le film. Donc c'est ça qu'on doit vendre aussi. Puis il faut nous mettre un petit peu dans l'ambiance. C'est comme si on parlait d'Indiana Jones en disant voilà, un archéologue n'est pas content parce que une pièce de musée risque d'être prise par son ennemi. Oui. Super. Moi perso, là comme ça, je suis pas très émoustillée. Alors que c'est Indiana Jones, donc on a un petit souci. Là, on n'est pas l'émotion. Effectivement, les personnages ne correspondent pas. Et en plus, c'est tellement facile. Enfin, c'est des dinosaures. Il n'y a même pas à expliquer. Parfois, on a besoin d'expliquer le danger. Enfin, voilà, on a un groupe de gens qui est face à des dinosaures. Au niveau de l'image, on dit dinosaures et tout de suite, on a normalement, on se doute que c'est pas des chats domestiques quand même. On n'a pas besoin de préparer les choses. Je ne les ai pas connus, mais j'imagine que... Le T-Rex apparaît tout seul. On dit dinosaure, on voit un T-Rex. Complètement. Allez, on se lance pour le deuxième pitch. Alors là, celui-ci fait 5 lignes. Même question. Soyez attentifs. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leur métier, leur mariage, leurs enfants. Et aujourd'hui, c'est leur divorce qu'ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvé, leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre et ils vont tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants. Alors qu'est-ce qui, selon vous, fonctionne ou ne fonctionne pas? Avez-vous reconnu ce C'est film? Papa ou Maman. Voilà, très bien. Papa ou Maman. 2 sur 2. Bravo, 2 sur 2. Et pour moi, la phrase qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. C'est que d'habitude, quand on divorce, on se bat pour la garde des enfants. Et là, l'originalité, c'est qu'ils vont se battre pour ne pas avoir la garde des enfants. Écrit en majuscule. Et ça, c'est totalement amoral, immoral, je ne sais pas. Voilà, tu vas me reprendre là-dessus. Voilà. Et ça, c'est ça qui fait non. Et si, c'est pas bien. Mais alors, je comprends tellement. Quitte à divorcer, autant redevenir célibataire et pas avoir les mômes dans les pattes. Voilà. Et là, on accroche. Le fait qu'ils divorcent et qu'ils veuillent. Oui, bon, je pense qu'il y a plein de gens qui divorcent. Il y a plein de gens. Qu'est-ce qui est original? C'est ça. Voilà. Et moi, c'est là-dessus que je trouve qu'il faudrait rebondir et être plus... Et il ne s'agit pas d'une promotion, il s'agit de chacun penser en termes de couple. Et est-ce que parce qu'ils divorcent, ils vont penser de manière tellement individuelle qu'ils vont faire fi de leurs enfants communs? Eh bien, telle est la question. Oui, puis on n'a pas les failles des personnages. On ne sait pas vraiment quelle est leur fêlure intime. On a juste leur nom. On sait qu'ils ont tout réussi, etc. Mais ça ne nous aiguille pas. On se dit juste sur qu'ils sont pareils, finalement. Sur les raisons qui vont faire qu'ils ne veulent pas leur môme. On n'a pas leur caractère, c'est ça. On a besoin quand même d'avoir la psychologie un tout petit peu, encore une fois, avec 2-3 adjectifs, comprendre un petit peu leur situation, qui vont les conduire à ça.
et si possible à caractériser déjà des personnages de comédie. Vous savez que les personnages de comédie, il y a toujours deux faces d'une même pièce. Il y a la face qu'on offre au monde et sur laquelle tout le monde se méprend. Par exemple, quelqu'un qui est expert en nouvelles technologies et qui en fait, en vérité, ne sait rien. Il n'a jamais ouvert un ordinateur. Voilà. Et là, on a le problème de le personnage de comédie. Parce que quand il va être plongé au cœur du conflit et du problème, on va lui exiger de lui d'être un expert en informatique, ça va devenir catastrophique. Ça génère de la comédie. Et là, sur ces personnages-là, ils ne sont pas tellement définis finalement comme des personnages de comédie. La situation, elle, l'est. C'est ça qui est original. Mais pour autant, les personnages ne sont pas spécialement comme ça évocateurs de quelque chose de la comédie. D'accord. Donc c'est mieux, mais c'est encore pas parfait. C'est ça. Très bien. On a eu deux exemples très différents avec des problèmes aussi différents. Alors, ceci dit, c'est pas forcément les scénaristes qui ont fait ces pitchs-là. Une C'est phrase de l'importance du pitch quand même, une phrase de conseiller de fiction. Qu'est-ce qu'il va mettre, je parle en télévision, mais ça va être pareil si on parle de cinéma. À un moment, vous avez beau avoir fait l'œuvre du siècle, qu'est-ce qu'on va inscrire dans Télé 7 jours, dans Télérama, sur Allociné? Quelles sont les 3 phrases qu'on va mettre? Le pitch Papa ou Maman vient d'Allociné. Voilà. Et ça, ce n'est pas du tout, ce n'est pas forcément fait du tout par des scénaristes. Ah oui. Voire là aussi, on peut biaiser les choses pour faire venir des spectateurs. Alors que, moi j'ai vu un film récemment sur le pitch. Je regardais les pitchs de Netflix. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un pitch, vous regardez aussi comment on vous vend des films. Sont très mauvais. Les pitchs de phrases. Qui sont vraiment de phrases. Et je tombe sur un film, attention, je vais parler allemand, qui s'appelle Er ist wieder da. Ah oui. Donc il est à nouveau là, il est de retour. Oui. De retour. Voilà. Et je vois, apparemment, c'est Hitler qui revient. Et c'est une comédie. Bon, regardez le film et dites-moi si c'est vraiment une comédie. Voilà. En tout cas, elle est bien cynique si c'en est une, mais voilà. C'est là où on amène le public vers quelque chose. Et probablement que je suis la première à m'être fait avoir. Si on m'avait vendu le film, je me suis fait avoir, mais dans le bon sens. Oui. Parce que si on m'avait vendu le film sur un côté intello, truc machin, peut-être que je n'y serais pas allée, alors que c'est un film que je vous conseille absolument. Mais absolument, absolument, absolument. D'accord. Encore une fois, votre pitch ne doit pas être trompeur. Jamais. Si le pitch est trompeur, alors il est raté. On doit avoir, à l'issue du pitch, une idée la plus conforme possible à ce que vous avez écrit. C'est juste ça, le pitch. Il sera réussi si personne se méprend sur ce que vous êtes en train de raconter. Il sera réussi si personne ne décroche pendant votre pitch. On a une question un peu piège. C'est pour Antoine. Est-ce que tout est pitchable? Est-ce qu'il y a des projets impitchables? Les séries, c'est compliqué. Toutes les séries? C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de trames, beaucoup de personnages, parce que c'est affreusement complexe parfois de rendre une histoire qui est très déconstruite. Donc on a encore plus de mal à choisir ce qui est essentiel pour caractériser la proposition, la promesse qu'on fait aux gens. Parce qu'une série, c'est plusieurs heures. Une promesse de plusieurs heures d'histoire résumée à un pitch qui va être très Exactement. court. Alors parfois, excuse-moi, je continue sur ma lancée. Parfois, on a besoin de simplement raconter le pilote. Le début du pilote qui va amener un incident majeur et qui va lancer toute la série. Et après, on va broder en disant, voilà, évidemment, à partir de là, on va avoir plusieurs trames. On va avoir Luc à qui va arriver ça et qui va tenter pendant toute la saison 2. Et puis, on va avoir Marie qui va être confrontée à tel problème et qui va devoir faire ceci, etc. Après, on peut brosser globalement les grandes trajectoires des trames. On peut être tenté aussi d'arriver sur une sélection de la trame principale ou d'une trame en particulier, la plus importante, et d'ignorer plus ou moins volontairement les autres ou de les traiter pareil par un espèce de petit résumé à la fin. On va dire, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les histoires de un tel et un tel. À chaque fois, c'est un choix très cornélien de résumer la proposition d'une série. D'autant que souvent, dans une série, on va pouvoir ménager un suspense. Donc moi, je pense qu'il y a une grande mode des faits réels. Moi, j'ai travaillé sur une histoire qui est l'arrestation d'un jeune homme pour meurtre. Et en fait, on va découvrir, et c'est l'objet du film, on va découvrir en fin de film que ce meurtre est un deuxième meurtre et que toute sa vie a basculé le jour où il avait commis un premier meurtre. Voilà, donc dit comme ça paraît très confus. Donc je commence par quoi? Je le fais chronologique pour que mon interlocuteur comprenne l'enjeu, ou je le fais tel que je voulais raconter et d'un coup c'est confus. Oui, mais attends, on est sur des révélations, on est sur des mystères. Donc est-ce que je donne la révélation tout de suite
Et du coup, ça, la question est claire. Donc, j'ai l'attention de mon interlocuteur qui a la résolution de l'énigme et qui, du coup, voit le cheminement. C'est-à-dire, je fais Colombo, hein, le meurtrier, c'est lui. L'intérêt, c'est de savoir comment on va le coincer. Ou je ménage ce suspense jusqu'au bout. Mais du coup, c'est une écriture qui est parfois sur 6x52, 8x52, plusieurs saisons. Qu'est-ce qui va se jouer, qu'est-ce qui va pas se jouer? Oui, mais pourquoi on le sait pas? Pourquoi on prend Homeland? Fait, mais il est coupable, il est pas coupable. Fait, mais attends, il y a toute la caractéristique psychologique, c'est confus, chacun a des failles. C'est un petit peu moins complexe. Là, on parle de séries qui sont des séries feuilletonnantes, notamment, où on va avoir beaucoup de révélations. Sur les séries bouclées, les polars ou même les comédies, on est plus sur une situation sur une situation et une mécanique. Et souvent, on va pitcher la mécanique, en fait. On va pitcher la typologie des personnages, leur caractérisation. En général, ils sont très caractérisés, voire caricaturés, parce qu'on va avoir besoin de ça. Et comme c'est du bouclé, ils sont relativement immuables. En tout cas, il y a des traits de caractère forts qui ne vont pas changer. On va savoir qu'un tel est plutôt autistique, l'autre est plutôt speed, l'autre est plutôt... Enfin voilà. Et on sait que dans ce contexte-là, on va avoir une mécanique. Et après, on va avoir des enquêtes ou une situation familiale. Ou voilà. Et on peut aborder le côté procédural de la série, Voilà. etc. D'accord. Alors, on va doucement atterrir vers la fin de ce podcast. On va juste finir en parlant un petit peu de contrat. Après pitch, il peut y avoir peut-être un contrat. En tout cas, on le souhaite à tous ceux qui nous écoutent et qui essayent de pitcher. Je peux casser un petit peu du rêve. Après pitch, on vous demande surtout les 2-3 pages, voire les 10 pages qui suivent. Alors là, Voilà, naïvement, on saute des étapes. Qui souvent ne sont pas sous contrat. Non, mais c'est juste pour qu'un pitch, un contrat, ça arrive. Je l'ai vu. On en profite de t'avoir pour Voilà. aborder Pour cette démystifier question tout ça, du contrat. Voilà. Donc je pitch, ça me plaît, reviens me voir, tu me pitches un projet, je suis productrice, ça me plaît, mais voilà, là c'était un joli pitch, voire ça a été spontané, ça t'est sorti de ton cerveau, redonne-moi quelques pages, si ça me plaît, on va peut-être, je vais appeler ton agent et on va parler contrat. Ces quelques pages, Marie, c'est quoi? C'est aussi un pitch ou c'est un synopsis? Non, c'est plutôt du synopsis ou une présentation de projet. Si c'est une série, ça peut être une pré-bible, une mini-bible, enfin voilà, ça c'est en fonction des besoins aussi. Alors j'ai ce producteur qui me demande ça, puis ça, puis ça. Jusqu'où je peux aller sans être payé finalement, sans avoir un engagement contractuel? Je dirais qu'il n'y a pas de réponse claire en tant qu'agent. Je dirais pas pareil en tant que syndicaliste, on va dire, mais là on est dans la vraie vie. Hein. Alors il y a quand même des accords avec les producteurs qui sont passés, qui est que si on monte par exemple sur une série existante, le producteur a le droit de nous faire écrire, et on est d'accord pour le faire en tant que scénariste, des pitchs. Pitchs qui sur des séries de 52 minutes peuvent aller jusqu'à 2 pages. Donc déjà on est sur du bon gros pitch. Hein, voilà. Ça, il a été acquis. Enfin, on s'est accordé. Il y a des accords cadres qui disent que, ok, le producteur peut prendre ces 2 pages sur une série existante, vous proposez un épisode, il donne 2 pages à la chaîne. Si la chaîne est d'accord est intéressée par votre pitch, alors seulement vous aurez un contrat. Normalement, ce pitch ne peut pas aller au-delà de 2 pages. Sinon, tout projet qui est envoyé à une chaîne, là, pardon, je parle de télévision parce que pour le coup, c'est plus réglementé. Enfin, voilà, il y a des accords plus clairs. Tout projet qui est envoyé à une chaîne doit faire l'objet d'une option. Et il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Sauf dans le pitch qui fait 2 pages. Pas plus, en théorie. Le producteur est intéressé, il y a ce rendez-vous avec la chaîne qui arrive, mais l'option, elle n'arrive pas sur la table. Qu'est-ce que je peux faire en tant que scénariste? Le rendez-vous avec la chaîne arrive. Déjà, tu passes 2-3 coups de fil à des gens qui vont dire que non, ça c'est pas normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, en disant ça, c'est pourquoi je distingue l'aspect entre guillemets syndicaliste de l'aspect agent, c'est que au nom du collectif des auteurs, il n'est pas normal qu'un projet qui n'est pas optionné soit envoyé à une chaîne. Maintenant, à titre individuel, c'est parfois bien difficile pour les auteurs d'aller ruer dans les brancards auprès d'un producteur. Il a peur de se faire griller, il a peur de ne plus jamais travailler, etc., etc. Donc, c'est un petit peu propre à chacun. S'il a un agent, il peut être accompagné là-dessus et on n'est pas obligé d'agresser tout de suite, mais on peut aussi rappeler les règles en disant, écoute, là, je pense qu'on a un souci. Hein, voilà, tu as envoyé le projet, donc on va parler d'un contrat. C'est vrai que c'est pas évident à faire tout seul, mais je pense pas qu'il faut le faire sans agressivité d'entrée. Néanmoins, on perd pas grand-chose à se faire respecter un tout petit peu, quand même. Et ça peut se faire avec un petit peu d'humour. Voilà, on peut dire à son producteur qu'on a envie aussi de manger autre chose que des pâtes chinoises parce qu'en ce moment c'est un peu difficile et qu'un chèque d'option serait le bienvenu. Voilà. En gros, évidemment, on peut parler quand même avec un producteur. Il peut comprendre aussi que vous avez besoin de vivre, que vous êtes jeune auteur, que les options ça tombe pas tous les jours. Et donc globalement, il y a un moment, c'est euro contre scénario, ou scénario contre euro. Et sincèrement, honnêtement la plupart du temps, c'est respecté.
Moi, ce que je vois, en tout cas de ma fenêtre, une fois de plus, c'est plus un abus sur la longueur des textes ou sur le fait de faire réécrire que un manque d'options. Une dernière question. Ça y est, j'ai parlé des nouilles chinoises que je mange tous les jours. Le producteur a finalement... T'as demandé quelle sauce tu mettais Comme dedans. quoi ça marche. Voilà. C'était légumes, c'était plutôt poulet. Donc il me propose un contrat, une option. Quels sont les points sur lesquels je dois être attentif? Si j'y connais vraiment rien, j'ai pas d'agent, j'ai pas de conseiller, j'ai le contrat sous les yeux. On peut déjà comparer, il y a des modèles de contrats en ligne sur le site de la SACD. Donc ça, voilà, vous savez écouter un podcast, je ne vois pas ce qui vous empêcherait d'aller sur le site de la SACD. Voilà, ils font ça très bien. Ce sont des contrats types. Vous avez des modèles d'options avec les points essentiels qu'il y a. Pour les auteurs, une option, juste pour si vos auditeurs ne savent pas forcément, il s'agit d'un blocage de droit. C'est un temps, donc il y a une durée déterminée. En télévision, on est entre 12, 18 ou 24 mois en général. Tout ça est négociable une fois de plus. Donc c'est toujours sur une durée. Vous devez faire attention à quand est-ce que les droits vous reviennent. C'est-à-dire la fin, donc il y a bien une durée, un début et une fin. C'est pas cédé à vie. Voilà, c'est pas cédé à vie, donc c'est bien une durée déterminée. Elle n'est pas à titre gracieux. Il y a des sous. Non, je ne vous dirai pas combien, parce que ça dépend des projets, des producteurs, des chaînes. Tu as vu, nous n'avons pas demandé. Voilà. Hein. C'est très bien, c'est très bien. Mais là aussi, il y a moyen de se renseigner sur à peu près les contrats. Il y a des usages, mais c'est tellement propre à chacun aussi. On parle depuis longtemps d'essayer de mettre des grilles de minima, mais voilà, pour le moment, tout est négociable. Il faut faire attention sur les options, une fois qu'on a la durée, effectivement à la manière dont va se passer le travail, de bien déterminer ce qui vous est demandé. Une option en théorie, ça ne peut être pris que sur un texte qui est déjà écrit. Dans la pratique, on fait une option sur un texte qu'on vous demande de modifier. Donc il y a un travail de réécriture souvent. Il faut bien déterminer cette réécriture-là, ce qu'elle implique, combien de pages. C'est très bête, mais de dire à un moment... voilà, parce que de temps en temps, on tergiverse sur mais un synopsis, c'est quoi? Un traitement, c'est quoi? Fait combien de pages? Soyons clairs. Voilà, il y a un moment, je suis très pragmatique. Moi, on arrête de... Voilà, combien de pages? C'est la référence, en fait, finalement. Voilà. Ouais. Alors pour ça, il y a des définitions également sur le site de la SACD, puisque les professionnels se sont entendus sur qu'est-ce que c'était qu'un pitch, un synopsis. Voilà. Souvent, ils sont même, et ces définitions-là peuvent être prises dans le contrat. Voilà. De dire, on s'entend sur la terminologie de qu'est-ce qu'un synopsis, qu'est-ce qu'un pitch, Oui, qu'est-ce qu'une présentation de personnage. On est très clair. Plus on sera clair, plus on évitera les soucis après. De bien préciser sur vos options si vous êtes à l'initiative du projet ou pas. Ce que vous avez présenté au producteur. En général, moi, j'insiste beaucoup sur le préambule. Parce qu'en cas de problème, oui, tu me fais des gros yeux, Mathieu, mais voilà, on se marie. T'as dit un mot que j'ai pas compris. On se marie tous les deux. Mais en union libre, je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux. Si un jour, moi, j'en ai marre que tu fasses ce que tu veux, tu vas me dire, Marie, on était d'accord. Et tu pourras me remettre dans le contrat en préambule, fait oui, nous nous sommes mariés, mais en préambule, on avait bien précisé que nous étions dans le polyamour. Et moi, je veux plus être dans le polyamour. Voilà. Et là, tu vas me dire que tu ne respectes pas ton deal. Toi qui, en plus, étais contre les institutions. Tu vois comme quoi, finalement... c'est que je t'ai bien pitché le mariage, finalement. Le préambule, il va servir à dire, moi, j'hésite pas à mettre dans les contrats, Mathieu et Adrien ont proposé au producteur un projet de web-série sous forme de 15 pages, comprenant le concept, les personnages, et là, on reprend les intitulés. Voilà. Un petit résumé. Le producteur s'est montré intéressé à partir du document proposé par Adrien et Mathieu. Alors, ils vont demander de faire une nouvelle version. Et alors, voilà, tout ça pour une durée, donc une option de 12 mois, pour un prix qu'on va convenir ensemble. Est-ce que, par exemple, là, on est, voilà, je dis n'importe quoi sur du web, mais est-ce que c'est eux qui le réalisent ou pas? S'il est convenu d'entrée de jeu, fais attention, on réalise. C'est pour ça, peut-être qu'on fait pas cher. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se négocient. Ouais. On le précise. Et aussi, on peut convenir de ce qui se passe en cas de levée d'options. La levée d'options, c'est le moment où le producteur a eu un intérêt d'une chaîne ou a trouvé des financements. Enfin bref, il est en mesure d'aller plus loin, de rentrer vraiment dans la production du film. L'intérêt pour les auteurs, en général, c'est de ne pas être viré de leur propre projet. Donc, d'avoir une priorité d'écriture. Voilà ce qui, pour moi, après, voilà, en cas de contrat d'option, allez voir les contrats. La SACD fait des conseils juridiques. Si je ne vous dis pas de bêtises, ça a un coût de 5% sur les contrats. Enfin, 5% sur le... Vous allez peut-être... Les conseils, non. Les conseils sont gratuits. Ah, les conseils sont gratuits. La négociation est payante. À 10% comme un agent.
Oui, c'est le même. D'accord. Rajouter dans les contrats également la clause résolutoire de la MAPA, qui est un organisme Oui. de médiation. Vérifier que dans les contrats, normalement elle est dans les modèles de la SACD, mais si c'est un modèle qui est présenté par vos producteurs, ajoutez cette clause résolutoire. Vous allez voir à MAPA sur le site internet, il vous donne le texte exact à copier dans les... C'est simplement pour vous entendre préalablement sur l'organisme de médiation qui va pouvoir se charger éventuellement d'un problème entre vous et le producteur. Par ailleurs, n'hésitez pas à prendre contact avec des syndicats. Moi, j'appartiens à un syndicat qui s'appelle le Syndicat national des auteurs et des compositeurs, le SNAC, qui propose des consultations également pour les auteurs. Et vous pouvez aller le voir même si vous n'êtes pas un professionnel, même si c'est votre premier contrat, même si vous n'avez pas écrit 2 heures de fiction réglementaire pour entrer dans des organisations ou quoi que ce soit. Peu importe, vous allez voir le SNAC, vous allez dire voilà, j'ai un contrat, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous pouvez prendre une adhésion qui n'est pas forcément très très chère et qui vous permet de prendre autant de consultations juridiques que vous voulez dans l'année, ou bien simplement une consultation rapide avec les gens au téléphone. Mais globalement, voilà, vous faites lire vos contrats. Si vous avez un problème, une question sur une option qu'un producteur ne veut pas signer, informez-nous. Ça ne coûte rien, ça ne vous coûte rien de nous informer de la situation, mais nous, en même temps, quand on a des informations qui remontent vers les organismes, ça nous permet aussi de peser, d'avoir un ressenti de ce qui se passe réellement dans le métier, encore une fois. Donc, prenez des conseils auprès des syndicats, notamment le Syndicat national des auteurs et des compositeurs est un organisme qui vous permettra de vous conseiller. D'accord, très bien. En tout cas, ne signez pas si vous ne comprenez pas. Il n'y a aucun mal à ne pas comprendre. Et souvent, ce que vous ne comprenez pas, c'est normal, ça n'est pas écrit. C'est ce qu'il n'y a pas d'écrit souvent qui est important. Et bien tout ça, ça tombe bien parce qu'on a prévu de parler dans un prochain podcast vraiment en détail des contrats, du droit d'auteur, etc. Ça te ravitera Marie à cette occasion. Ça va être passionnant. Eh bien, ainsi s'achève ce podcast, cher Mathieu. Tout à fait. C'était chouette. C'est très formel tout ça. Chers amis invités, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ou pas? Alors sur Internet, sur mon site, antoine.cupial.fr, où il y a actuellement une nouvelle version qui sera en ligne avec plein d'articles et des conseils, notamment sur le pitch et plein de contenus partagés. chouette. Voilà. Ça, c'est bien. Et vous serez au courant également des différents ateliers, des différentes séances d'information sur le sujet que je peux donner à la fois dans des festivals ou pour des organismes de formation, etc. Voilà. Les réseaux sociaux éventuellement? Et les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, Twitter, etc. La classique. Toi, Marie? Eh bien, moi j'ai également un site internet, mais qui est également en nouvelle version. Donc peut-être c'est pas accessible là tout de suite, mais parce que j'ai tout modernisé. Donc voilà. Mais c'est mon agence Synapsis. Tu peux donner Et puis- l'adresse si tu veux. Soit elle sera dans la description du Tout podcast. sera dans la mais- description du podcast de toute façon. Voilà, mais très voilà, bien. c'est l'agence Synapsis. Et puis, je vous encourage, si vous voulez nous retrouver, nous voir en os et un petit peu en chair, je vous conseille de venir une fois de plus au Festival des scénaristes, notamment où il y a tout ça. Et d'ailleurs, je suggérais peut-être en direct pour cette nouvelle année à Adrien et Mathieu de venir faire quelques podcasts là-bas. Pourquoi pas? Ben oui. Avec Je dis plaisir. ça, je dis c'est rien, en mais cours, ça pourrait c'est en être cours, super intéressant parce Ouais. qu'il y a pas mal de monde. On y Voilà. réfléchit. Eh ben super, eh ben écoutez chers amis, on se retrouve le mois prochain pour un podcast, celui-ci, autour du cinéma de genre. Voilà. Ça va parler sang, Sang, espace. oui, espace. Ouais. Oh, t'as pas l'air Du très- sang dans l'espace. Oui, mais en fait, ça va être surprenant, je sais pas trop de quoi on va parler encore. Ouais, du cinéma de genre. Alors, on vous rappelle que si vous avez une question, une remarque, une critique, écrivez-nous à podcast@adrienetetmathieu.fr et retrouvez-nous sur notre site www.adrienetetmathieu.fr et sur Facebook, nous y sommes. Sur Instagram, sur Twitter, @2mecdrôles. Eh bien merci, à la prochaine. Merci aux invités d'être venus. Merci à nous voir. vous. Salut. Ciao. Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir. Nous laisser un tip sur le site tipeee.com. L'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1 €, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible.